monsieur. Bonsoir. La période est électorale, ça se voit. Merci de pousser cette porte de Bistro Liberté, de nous rejoindre pour une émission qui rassemble nos sociétaires. Et je veux saluer tout de suite Philippe Randa du site Euroliberté. Bonsoir Philippe Randa. Bonsoir Charlotte Dornelas pour Boulevard Voltaire et Valeurs Actuelles. Nicolas Gauthier pour Boulevard Voltaire aussi. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. Je salue Nicolas Gardère qui est avocat et Béatrice Bourges, militante associative, bien connue de l'ensemble de nos téléspectateurs et bien au-delà. Et puis notre invité, il a été maire de Rambouillet, il est président de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoire. Il est député Les Républicains et président du Parti chrétien-démocrate, Jean-Frédéric Poisson. Jean-Frédéric. Vous êtes venu avec votre fan club? Non. Non, d'accord. Non, il y a quelques têtes que je reconnais, mais je ne connais pas tout le monde. D'accord. Vous êtes candidat à la primaire? Oui, c'est ce qu'on dit. Et dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques jours du second débat, qui est le 3 novembre? Je viens de passer 4 jours de tambour de machine à laver pour des reproches indus qui m'ont été faits. Il paraît que je suis un affreux antisémite parce que j'ai eu le malheur de parler de groupes de pression américains qui exerçaient une influence démesurée sur les candidats à la présidence des États-Unis. Voilà, la machine s'est mise en route, mais je sors entier de cette affaire. Je suis parfaitement déterminé, toujours sur mon axe et toujours désireux à la fois de reconstituer l'État dans sa force et sa puissance régalienne d'un côté et de redonner au peuple français la cohésion qui lui manque. C'est ma ligne depuis l'origine et je n'en ai pas changé. Alors, lors du premier débat, vous avez fait sensation, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment vous allez surprendre pour ce second débat? Comment vous arrivez dans ce débat? Comme la première fois, M. Bild, en étant moi-même et en essayant de répondre aux attentes des Français, c'est-à-dire leur parler non pas de gestion et d'administration, mais de civilisation et de politique, essayer de manifester quels sont les grands choix qui sont devant nous dans les années qui viennent, et de continuer à démontrer que même si on avait réduit la dette, baissé le déficit public, retrouvé de la croissance et fait baisser le chômage, autant de choses qu'il faut faire, ça ne rendrait pas les Français plus heureux. Je ne suis pas sur des politiques de moyens, j'essaye de me mettre dans la peau, si j'ose dire, de quelqu'un qui s'apprête à défendre des enjeux de civilisation importants et lourds. Le rôle d'un chef d'État n'est pas d'assurer la gestion de l'État au quotidien, c'est de fixer le cadre, le cap et le rythme. C'est ce que j'essaierai de porter aussi dans ce deuxième débat. Est-ce que vous regrettez d'être candidat à la primaire pour le Parti chrétien-démocrate? Non, pas du tout. Non, parce que vous étiez... Alors, certain confort, quand on a été maire de Rambouillet, on est député de Rambouillet, bon, on considère que tout ça est d'un certain confort, les Républicains. Je ne dis pas que vous n'êtes pas battu pour vos idées et face à des adversaires qui doivent être difficiles. Oui. Enfin, disons que c'est en deçà de ce que vous vivez actuellement. Certainement. Et ceux qui me prêtent des ambitions à peine avouables pour la suite des opérations, sachant que personne ne peut dire quelle est cette suite, mais qui me prête la volonté d'avoir négocié je ne sais pas quoi avec je ne sais pas qui, des portefeuilles et ainsi de suite. Je réponds systématiquement, vous savez, si c'était vraiment mon intention, j'aurais fait autrement. Et je connais suffisamment le monde politique pour savoir comment il faut faire pour se placer dans un attelage en étant certain que celui dans lequel on se place ira jusqu'au bout de la course et franchira la ligne d'arrivée en premier. J'ai choisi une certaine zone d'inconfort, c'est vrai, parce que je pense que, et je continue de le penser, l'impératif, c'est de redresser la France à partir du printemps prochain, car malheureusement, rien ne se passera avant le printemps prochain. C'est dramatique, mais c'est ainsi, le pays se délite petit à petit, au point même qu'au moment où nous parlons, ou en tout cas c'était la situation hier, les forces de l'ordre manifestent devant les tribunaux, ce qui veut dire que le pouvoir exécutif, ou une de ses parties les plus symboliques, se plaint physiquement et matériellement devant l'autorité judiciaire. Ça n'est jamais arrivé. Ça indique bien le délitement de notre pays. Et ça indique aussi la force et l'énergie d'impulsion qu'il faut lui redonner à partir du printemps prochain. Je travaille à faire en sorte que nous soyons en situation de redresser vraiment le pays à partir du printemps prochain et pas seulement de gagner l'élection. Avant de parler de politique et de votre programme, juste une dernière question. Vous avez fait, ce sont vos termes, à partir d'une faute de langage. C'est le terme que vous avez utilisé. Vous avez été vivement pris à partie par des gens comme NKM ou Jean-François Copé. Alors, il se trouve qu'ils sont vos collègues à l'Assemblée nationale depuis des années. Vous avez cumulé 7 années, en gros, de présence à l'Assemblée nationale. Eux aussi, ils ont été, comme vous, maire d'une grande ville d'Île-de-France. Et comment vous avez pris ces propos, ces attaques, personnellement? D'abord, j'en ai été quand même blessé parce que je les connais bien. Et
et surtout Jean-François Copé, que j'ai soutenu à l'époque à la présidence de l'UMP il y a 4 ans, dans une séquence qui était si difficile. Et je m'étais expliqué d'ailleurs de ce soutien à l'époque. En particulier, je l'avais fait parce que Jean-François a sans doute beaucoup de défauts, mais il n'oublie pas ses amis. Et il a une forme de loyauté, de fidélité à l'égard de ceux qui travaillaient avec lui, qui était, en tout cas, c'est ce que je considérais jusqu'à il y a quelques jours, quelque chose de assez marquant chez lui, et pas si fréquent que ça dans le monde politique. Et puis Nathalie siège avec moi à la commission des lois de l'Assemblée nationale. Elle me connaît bien. S'il y en a deux, au moins ces deux-là, qui savent parfaitement que tous les reproches qui m'ont été faits sont infondés, effectivement, ce sont bien eux. Par ailleurs, ça a beaucoup manqué de classe, et c'est au fond ça qui m'a le plus surpris. On peut exprimer un désaccord. On sait même qu'en politique comme en diplomatie, il y a une manière ouverte de casser la figure à quelqu'un, d'une certaine manière, en passant un coup de fil avant, en disant « je suis désolé, je ne peux pas faire autrement ». Enfin, tout le monde fait ça, dans tous les milieux, ce sont des choses qui font partie de l'aspect théâtral un peu de la vie politique, et il y a cet aspect de scénarisation, comme il y a de la rhétorique aussi dans la vie politique. Ni l'un ni l'autre ne l'a fait. C'est dommage, ça n'est pas à leur honneur, mais ça veut dire aussi, c'est le dernier point de ma réponse, que si je n'avais pas réussi comme je l'ai réussi le premier débat du 13 octobre, probablement que tout ça ne serait pas arrivé. Voilà, quand le snobisme n'inclut pas l'élégance, mais plutôt la vulgarité. Est-ce que vous vous êtes interrogé? C'est la même chose, non? Snobisme et vulgarité. Oui, c'est ça. Oui, voilà, on est bien fait. Est-ce que vous vous êtes interrogé, parce que c'est ça aussi qui m'intéressait, est-ce que vous êtes interrogé sur les raisons de cette cabale? Quand il y a cabale, il y a une raison. Est-ce qu'on vous fait payer votre liberté de ton, je ne sais pas, votre engagement aux côtés de la Manif pour tous, le fait de vous revendiquer catholique, de ne pas, d'être plus pour un anti-exclusion systématique du Front National. Est-ce que vous payez tout ça ou est-ce que vous payez quelque chose de précis? Non, je paye à la fois tout ça. Je paye le fait d'être différent. Et je paye premièrement cela. Deuxièmement, le fait d'être réputé rétif et de n'avoir pas l'échine d'une souplesse à toute épreuve. Troisièmement, je paye aussi ce que je n'ai pas exactement senti quand j'ai prononcé cette phrase qui m'a été tant reprochée, dont les faits que je vise sont réels. N'importe qui regarde un peu la vie politique américaine sait qu'il y a des lobbies sionistes. Ils s'en glorifient d'ailleurs, ils s'appellent comme ça eux-mêmes. Mais j'aurais mieux fait de dire groupe de pression pro-israélien et j'aurais eu pas l'ombre d'un problème avec cette affaire-là. Mais ce que j'ai mal mesuré, c'est qu'au fond, il y a, dans la communauté juive française, je le sais parce que je les connais bien, il y a deux items de conversation qui reviennent systématiquement. Premièrement, beaucoup d'entre eux se demandent si, compte tenu de la pression qui pèse sur cette communauté, du fait d'abord d'un certain nombre de musulmans radicaux, faut pas se voiler la face, c'est pas les chrétiens de France qui sont les menaces pour les juifs en France. Ce sont d'abord les musulmans radicaux en douille. Ils se demandent s'ils ne vont pas devoir retourner en Israël. Parce que là-bas, ils considéreront qu'ils seront protégés de ce genre d'attaque et d'agression. Et deux, ils craignent effectivement de se retrouver dans des conditions politiques ou psychologiques identiques à celles des années 30 en France. Et c'est la raison pour laquelle tout ce qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, associer des mots qui voguaient avant la Deuxième Guerre mondiale, dans l'espace public, ici en France, crée chez eux des craintes que ça recommence. Et j'étais assez peu conscient de ça, et en tout cas peu conscient pour une raison très simple, c'est que je suis absolument étranger à ce genre de rhétorique. Tous ceux qui m'ont lu un peu et écouté un peu le savent parfaitement, à commencer par mes collègues d'ailleurs, pour être tout à fait clair. Et donc ces propos ont eu une répercussion évidemment immédiate. Il y a, je crois, dans le fait d'avoir provoqué cette peur, c'est pour ça que j'ai accepté ma part de responsabilité dans le fait d'avoir provoqué cette peur, car c'est moi qui ai prononcé ces mots. Je n'ai pas mis ça sur le compte de la presse, qui a fait son métier, je n'ai pas fait semblant d'avoir dit ce que j'ai dit, je n'ai pas retiré, je n'ai pas modifié ni fait de rectificatif, parce que c'est ce que j'ai dit. Et ce que j'ai dit, je l'ai dit. Maintenant, il y a cette crainte que je n'ai pas bien perçue et qui effectivement explique la facilité sans doute avec laquelle j'ai prononcé ces mots que j'aurais dû dire autrement. Maintenant, il n'en reste pas moins que la question de la pression qu'exercent les lobbies sur le futur président ou la future présidente américaine aux États-Unis est un problème. Il n'en reste pas moins que dans cette pression, celle qui défend et protège les intérêts de l'État d'Israël est massive. Et dans cette masse,
Le discours qu'a prononcé Hillary Clinton devant un des plus grands groupes de pression pro-israéliens des États-Unis en mars dernier est un problème. Je renvoie nos téléspectateurs à ce discours, il est traduit, il est sur Internet, c'est le 21 mars dernier, et vous verrez que il y a certes la sécurité de l'État d'Israël qui, pour le Proche-Orient, est une nécessité. J'attends encore des considérations et sur le respect de l'ONU et sur la dignité du peuple palestinien. Ce déséquilibre est problématique pour la France. C'est ce que j'ai voulu dire, pas autre chose. Allez, on revient. Dans votre projet pour la primaire, dans votre projet pour la primaire, vous présentez 12 réformes cadres pour agir en vérité. Et vous dites cette phrase, la France ne se reconnaît plus, on ne reconnaît plus la France. Et là encore, quel est le sens exact de cette phrase? Ah, c'est exactement celui-là. Dans beaucoup de territoires en France, et il se trouve que je sors, j'en profite pour dire mon regret de vous avoir rejoint un tout petit peu plus tard que prévu. Les spectateurs n'en sauront rien. Non, mais c'est ça, c'est vraiment en vérité. Hein. Non, mais vous pourrez diffuser si vous voulez. Mais on ne coupe rien. Donc, je sors d'un rendez-vous avec 2 représentants politiques de l'île de Mayotte. L'UDEP ferais-je mieux de dire. Pourquoi venaient-ils me voir? Ils me disent, à Mayotte, il faut que ça change. Et il faut que ça change parce qu'il y a 220 000 habitants, il y a 200 000 clandestins dans l'île, il y a 9 000 naissances par an, c'est-à-dire l'équivalent d'une classe d'école primaire par jour, alors que par ailleurs, nous continuons, nous Français, de subventionner les Comores qui sont juste en face pour construire des écoles, développer des emplois, monter des industries, faire du développement local, et on ne sait pas où va l'argent qui est versé par les Chinois, par les îles autour, par la France, etc. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à, parler j'ai pas senti de haine, j'ai pas senti rien du tout. On n'ira pas m'expliquer que des Mahorais qui sont noirs de peau, pour des raisons raciales, rejettent la présence d'immigrés clandestins sur l'île de Mayotte, de Comoriens qui sont eux aussi noirs de peau. C'est pas un problème d'ethnie. C'est simplement une question de pouvoir supporter, une pression sociale qui s'exerce sur les Mahorais qu'ils ne peuvent plus supporter. Et ça n'est pas vrai, malheureusement, qu'à Mayotte. Il y a beaucoup de territoires dans lesquels c'est vrai. Et quand je dis que la France ne se reconnaît plus, il y a beaucoup de Français qui se demandent si la tendance que nous connaissons, la domination du marché, la pression qui pèse sur un certain nombre de territoires à cause de ce phénomène migratoire, la perte d'un certain nombre de valeurs et de repères, la notion de devoir qui disparaît, la culture qu'on a de plus en plus de mal à transmettre, le français qu'on n'apprend plus comme il faut à l'école, l'histoire qu'on ne transmet plus, etc., ils se demandent où ils sont. Et quand je dis qu'on ne reconnaît plus la France, après avoir passé presque 2 ans à voyager beaucoup autour du bassin méditerranéen, je retourne d'ailleurs à Casablanca à la mi-novembre pour rencontrer aussi dans le cadre de la campagne nos amis français qui sont là-bas, on me dit partout, mais qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous devenu? Comment se fait-il que votre diplomatie, votre alignement sur des intérêts qui ne sont pas les vôtres vous conduit à de telles transformations dans ce que vous faites et ce que vous dites? Donc je dis ça. On ne sait pas, si on continue sur la pente dans laquelle nous sommes engagés, il y a des chances que nous ne soyons plus, dans la prochaine génération, en situation de transmettre ce qu'est la France. C'est ça que je veux dire quand je dis que la France ne se reconnaît plus et qu'on ne la reconnaît plus. On va rentrer dans le vif du sujet. On a 3 thèmes que nous allons aborder, dont celui de la Grande Syrie. Mais 2 questions avant. Le 20 novembre, les Français vont voter à la primaire. Quel est l'objectif en pourcentage que vous vous êtes fixé? Alors, je sais bien, tout ça, c'est de la politique aérienne. Enfin bon, c'est la réalité. Tout le monde s'intéresse à ça, quoi. Non, c'est pas de la politique aérienne. C'est très important, le résultat, dans une élection. Je ne peux pas vous faire le reproche, Monsieur Bill, de considérer que aujourd'hui la probabilité la plus importante est que je ne serai sans doute pas le gagnant de cette primaire. Je l'accepte, je sais qu'il peut tout arriver, je crois d'autant plus dans les miracles que ça n'est pas moi qui m'en occupe, donc tout ça me va très bien. Cela étant dit, je suis rentré dans cette élection en sachant où j'entrais, en considérant que effectivement, malgré tous les défauts qu'elles ont, les familles politiques de la droite et du centre sont les plus susceptibles de réformer le pays à partir de 2017 dans une tranquillité et une paix qui seront relatives parce que le pays est exaspéré, mais malgré tout dans cet état d'esprit. Donc je sais où je suis. Et à partir de là, je me dis, j'y suis parce que je veux être en capacité d'infléchir le projet de celui ou celle qui portera les couleurs de ces familles à partir de décembre prochain. À partir de quand est-ce qu'on peut le faire ? Ça dépend de la configuration du second tour, mais on peut considérer que dès lors que vous réussissez un score à 2 chiffres,
vous pouvez, et je ne sais pas s'il y a des joueurs de poker ici dans la salle, il y en a sans doute. Voilà. Nicolas, il a tous les défauts. Donc, voilà, j'étais sûr qu'il y en aurait au moins. Statistiquement, il y en a toujours. Avec un score à 2 chiffres, on se cave, comme on dit. C'est-à-dire qu'on a le droit de s'asseoir à la table pour payer les blindes les unes après les autres. Vous irez voir le pokerman ici à ma droite pour vos explications. Un score à 2 chiffres, quand il y a 2 millions d'électeurs, ça veut dire 200 000 voix. Si c'est 10%, à partir de 10%. Si c'est 2 500 000, 250 000 voix. Si c'est 3 000 électeurs, 300 000 voix. C'est beaucoup, mais je le dis toujours parce que c'est la référence quantitative que tout le monde a en tête et que tout le monde partage. 300 000 personnes, ça n'est pas la moitié des franciliens qui ont défilé contre le mariage pour tous, dont moi, au mois de mars 2014 à Paris. Pas la moitié des franciliens. Il y en avait beaucoup d'autres. Non, pokerman, non, plus tard. Non, plus tard, parce que je peux pas ouvrir le débat tout de suite. Avec même pas 5% la primaire du PS, il finit à Matignon. Oui, d'ailleurs, finir. Et donc, avec 10%, on finissait à l'Élysée. C'est ça, c'est un coup de poker. Alors, finir est le mot juste, par ailleurs, en ce qui concerne Est-ce que vous ne pensez pas que votre pire ennemi, en dehors d'NKM, si j'ai bien compris, c'est le vote utile? Ah si, bien sûr. Ça, c'est drôle, quand même. Mais ça n'est pas mon pire ennemi, c'est le pire ennemi de la France depuis 40 ans. C'est depuis qu'effectivement, on a commencé à avoir des candidats qui renonçaient de manière régulière à défendre les choses qu'ils croient ou qu'ils disaient croire, ou par ailleurs, qu'ils prétendaient effectivement porter. Les Français ont commencé à faire des calculs pour non pas propulser et protéger ou soutenir le candidat qui était le plus proche d'eux, mais pour se prémunir d'un mal, pour se prémunir du mal le plus grand, confondant le second tour des élections avec le premier tour. Et je répète depuis des mois, d'ailleurs je crois l'avoir dit pas très loin d'ici sur un de vos plateaux, la primaire c'est le moment privilégié pour dire le projet qu'on veut et défendre le candidat qui est le plus proche de ses propres convictions. C'est à ça que ça sert. Et après, ma foi, on verra s'il y a des temps de conciliation. Et la politique doit s'achever à un moment ou à un autre dans une conciliation. On n'est pas obligé de participer à la conciliation, mais en tout cas, la conciliation se produit. Donc, je dis aux électeurs... C'est une primaire à 2 tours, et que la palissade, c'est de dire qu'il y a un second tour. C'est ça. Donc, si vous n'êtes pas au second tour, quel est votre meilleur candidat? Puisque vous avez dit que vous vous appelleriez à voter pour le meilleur des candidats. Cher monsieur, quel est le meilleur? Je ne sais pas, on verra ça quand ils m'auront répondu, car si je ne suis pas finaliste, je solliciterai par écrit les 2 candidats sur... un certain nombre de points qui nous sont chers et que j'aurais portés dans la campagne primaire. Je leur demanderai ce qu'ils comptent faire de ces différents sujets dans leur propre projet. J'attendrai leur réponse avec intérêt. Je publierai et la saisine et les réponses et je soutiendrai celui des 2 qui aura répondu de la manière la plus satisfaisante, d'une manière satisfaisante. Et peut-être que si aucun des 2 ne répond de manière satisfaisante, eh ben je n'en soutiendrai aucun. C'est clair, on va donner la parole maintenant à nos sociétaires qui piaffent d'impatience, parce que j'ai réussi à les contenir. Presque. C'est pas simple. Hein. C'est pas simple, c'est un travail. Intéressant, le poker. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué, bien évidemment, et qui est un point de dissidence encore avec les autres candidats à la primaire. Ce sont vos positions en matière de politique internationale. Et ça nous amène à notre premier sujet, de Mossoul à Alep. Est-ce que la France est à l'épreuve du Proche-Orient? Vous avez écrit un ouvrage aux éditions du Rocher, « Notre sang vaut moins cher que leur pétrole, notre sang vaut moins cher que leur pétrole ». C'est une phrase du patriarche syriaque orthodoxe de Damas. Et c'est vrai que le Proche-Orient est en proie au chaos et les premières victimes, comme vous l'indiquez d'ailleurs dans votre ouvrage, en sont les peuples. La politique étrangère de la France est-elle à la hauteur? Je vous laisse répondre rapidement et après je vous donne la parole aux sociétaires sur cette question assez ouverte. Est-elle à la hauteur? Non. Mais la politique de la France en règle générale n'est à la hauteur de rien par les temps qui courent. Premièrement. Deuxièmement, nous avons perdu ce qui faisait notre force, c'est-à-dire notre distance par rapport aux conflits qui minent cette région depuis des siècles, en même temps que notre profond engagement. Nous avons tenu, paradoxalement, tenir cette position jusqu'au début du siècle dernier, au moment où Georges Clemenceau a décidé qu'il ne soutiendrait pas la fondation d'une république arménienne. Ce jour-là, nous avons commencé à lâcher petit à petit nos amis chrétiens dans cette région. Ça s'est achevé maintenant. Nous avons décidé que les sunnites étaient nos meilleurs alliés et nous avons décidé de ce fait qu'il fallait suivre les Américains plutôt que notre propre ligne. Et nous n'avons eu de cesse, depuis en tout cas Nicolas Sarkozy, et ça s'est renforcé à un point inimaginable avec François Hollande, de suivre encore une fois les intérêts, la manière de faire et même parfois le discours des Américains sur cette région, alors que les Américains n'y ont jamais rien compris. Jamais rien compris. Nous avons abandonné nos savoir-faire, nos amis,
notre intelligence, notre présence, tout abandonné. Et je pense que de ce fait, nous portons, nous Français, une part de responsabilité non négligeable dans cette crise. Allez, Nicolas Gardère, parce que comme ça, au moins, je vais vous interpeller. Est-ce que vous considérez, comme Jean-Frédéric Poisson dans son ouvrage, que la politique étrangère française est pathétique? Elle est devenue un cocktail curieux de business first, de droit de l'homisme et d'impuissance. Bien, écoutez, d'ailleurs, le business first et le droit de l'homisme, je sais pas, j'ai l'impression que pour le coup, ça a été dans la politique concrète un peu les deux mélangés, mais en fait antinomiques. Mais là, j'étais bien. J'étais bien. On a reçu ici, dans cette émission, quelques esprits un peu limités intellectuellement. Et c'est agréable d'avoir un homme bien évidemment doté d'une intelligence supérieure et appréciable, quels que soient les écarts gigantesques sur le plan idéologique, mais... Ça commence mal. Non, j'écoutais. C'était C'était intelligent, mais c'était un petit peu lénifiant. Et c'est vrai que je laissais mon esprit divaguer. J'avais l'impression que c'était Hosni Moubarak qui nous parlait. Et je me laissais comme ça, j'imaginais. On était en Égypte. D'accord, on a compris. Juste dire sur ce sujet. En fait, le problème de la réelle politique, parce que c'est ça le sujet, la réelle politique qu'on aurait ici et là, parce que la réelle politique, c'est fait genre, on s'en fout des droits de l'homme, etc. C'est la réelle politique, c'est les intérêts du pays. Mais j'ai l'impression que cette réelle politique, en fait, elle est complètement contre-productive et c'est une réelle politique débile. C'est-à-dire qu'on sacrifie à la fois les droits de l'homme et les intérêts de la France pour le coup. C'est-à-dire que par exemple, l'Arabie Saoudite. Mais qu'est-ce qui lui arrive? L'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'il y a d'Ornelas? Non, commencez pas. Allez, c'est votre sujet. Commencez pas. Arrête d'être espiègle. Mais c'est normal, il est comme ça. Cesse d'être espiègle. Bah non, il est assez intelligent, là. Avec des pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite, par exemple, cette coopération militaire, les Suédois ont cessé toute coopération militaire avec l'Arabie Saoudite. Moi, je pense que voilà une politique qui devrait être conduite. Cesser d'entretenir ces relations intimes pour du business ou je ne sais quoi, mais ces relations intimes avec des pays qui sont fondamentalement, radicalement, des ennemis, des dangers, des menaces, qui financent un islam radical qui corrompt nos banlieues et notre jeunesse. Mais voilà une politique. Non, ça c'était une chose. Il a été touché par la grâce. C'est à peu près ce que j'ai écrit dans mon livre, donc je suis 1000 fois d'accord. Et juste un truc, au fond, parlons un peu du Qatar aussi. Oui, mais j'ai vite. cette nostalgie, Pardon, 2 secondes. J'ai cette nostalgie romantique de mon PSG d'antan. Oh. Le temps des Alioune Touré, des Cyril Pouget, des Michael Madar. C'était tellement plus romantique de soutenir un PSG qui luttait contre la relégation. Voilà. Je veux juste dire ça sur le Qatar. C'est très bien. Merci beaucoup de cette intervention qui était importante. Alors, Nicolas Gauthier, est-ce que la suggestion monarchie pétrolière nous met en porte-à-faux avec notre tradition diplomatique? C'est ce que dit Jean-Frédéric Poisson, c'est ce que disait, je pense avoir bien compris, Nicolas Gardère quand il ne s'était pas évaporé vers le PSG. Est-ce que vous considérez que moi, vous je aussi, vais c'est faire la un même petit chose? peu de nostalgie historique aussi, pour vous ramener à l'époque de Napoléon III, où il entendait donner la couronne à l'émir Abdelkader d'un royaume français d'Orient. Malheureusement, la chose ne s'est pas faite. L'émir Abdelkader était parti dans une quête mystique soufie, ça ne s'est pas fait. Depuis, nous avons des rapports étranges, on en a parlé la dernière fois, très singuliers, mais très contrastés avec le monde arabo-musulman. Et comme Jean-Pierre Filul disait très bien dans un de ses derniers livres, il est inutile de vouloir soumettre un peuple arabe. Il finira toujours par se rebeller. Parce que la fierté de sa nature. En revanche, conquérir son cœur est une tâche bien plus aisée, et en plus, très souvent les demandeurs. Donc depuis, pour rebondir sur votre histoire de pétrole... Orientalisme. Vous pouvez continuer. C'est une vieille tradition française, de Massignon à Corbin, à Guénon... Orientalisme, Gauthier. Orientalisme français. Les histoires de pétrole. Il y a un excellent livre d'Éric Laurent, qui est un illustré sérieux, qui s'appelle « La face cachée du pétrole ». Et il est un fait que les guerres du pétrole commencent pendant la Première Guerre mondiale. Les accords Sykes-Picot, effectivement, après la chute de l'Empire ottoman, les Anglais et les Français se partagent en gros les problèmes. Aux Français, les problèmes et le sable, aux Anglais, le pétrole. Absolument. Et on crée un faux Liban, un grand Liban qui n'existe pas, on ampute la Syrie d'une partie de son territoire, mais après, les populations locales ont aussi leurs responsabilités. Ça ne peut pas être toujours la faute de messieurs Sykes et Picot. Mais en revanche, quelques mois avant le 11 septembre 2011, il était un fait que l'invasion de l'Irak et des gens dans les tuyaux. 2001. 2001. Et on va pas se battre pour 10 ans.
pour une histoire qui dure depuis des siècles. Et il était un fait qu'il était déjà prévu, et sachant que dans l'histoire de pétrole, tout le monde ment, les pays producteurs mentent sur la capacité de production. Le pétrole saoudien n'est plus le nirvana qu'il a été, il restait le trésor irakien. Et donc toutes les guerres qui se passent aujourd'hui, fomentées par l'Occident, et là je ne parle pas de complotisme, simplement il y a du pétrole derrière, après il y a un habillage. C'est pour la démocratie, les droits des femmes, les droits de l'homme, les droits sociaux, des hamsters aussi, tant qu'on y est, ou des fennecs. Mais tout ça demeure toujours une histoire énergétique. Et une dernière chose, juste une phrase. Henry Kissinger, en 1974, disait il peut tout arriver aux États-Unis, il y a une seule chose qui n'est pas négociable, c'est l'approvisionnement énergétique des États-Unis et notre mode de vie. J'ai fini, vu que je sens que Martial s'impatiente. Je ne m'impatiente pas, j'écoute avec intérêt. Et pour une fois qu'on dit un truc intelligent sur ce plateau... Non, mais je suis à la fois ravi et peu surpris de vos connaissances et vos compétences. Allez, en fait, c'est moi, parti. je vais être très très brève. J'attends juste qu'à un moment donné, nos gouvernants soient traduits devant une cour pénale pour haute trahison. Parce que quand on entend Fabius dire que Al-Nosra fait du bon boulot, ou quand on voit cette désinformation, et quand on voit qu'il se trompe depuis des années, et c'est vrai que ça ne date pas de François Hollande, mais ça s'est bien accéléré depuis, mais qu'il se trompe d'ennemis, et qu'il connaisse la vérité, et qu'il continue pour justement des intérêts, j'attends avec impatience un tribunal pénal international qui les enverra vers leurs meilleurs amis Al-Nosra et les autres. C'est tout ce qu'ils méritent. Voilà. Philippe Randa, est-ce que vous êtes d'accord sur cela ? Écoutez, moi je ne vais pas aller dans les hauteurs historiques de ce débat. Je vais revenir un peu directement au débat, à la politique actuelle internationale de la France. Et je vais déflorer... Je veux parler d'un livre dont on va encore parler, je crois, ce soir, mais j'ai trouvé dans le livre ce qu'un président ne doit pas dire de cette journaliste, ne devrait pas dire. Est-ce qu'il l'a dit ? On va pas ouvrir le débat, on va en parler tout à l'heure. Une citation très courte que les journalistes rapportent de François Hollande, parce que c'est quand même lui qui est aujourd'hui aux manettes de la politique étrangère française. On sent à travers les propos du chef de l'État, donc de François Hollande, plus que du désarroi, une forme d'impuissance. Et l'impuissance, ils expliquent pourquoi, notamment sur les problèmes du Proche-Orient, quand, au tout début de l'insurrection en Syrie, François Hollande explique aux journalistes oui, il faut soutenir les rebelles contre Bachar el-Assad, donc les rebelles d'Al-Nosra. Il faut les soutenir, il faut leur donner de l'armement pour qu'ils puissent mettre à bas ce régime. Et je sais très bien ce que Vladimir Poutine va nous dire. Il va dire « Ah, regardez vous avez fait ça en Irak, vous avez fait chuter Saddam Hussein, on s'est retourné contre vous. Vous avez fait ça en Libye. » Oui, il va nous dire tout ça, Vladimir Poutine. Mais est-ce qu'on a le droit de laisser les dictateurs en place ? Alors oui, parfois, quand les dictateurs tombent, les régimes tombent, on a le terrorisme, bah oui, voilà. Et donc cette impuissance de François Hollande, il l'a reconnu au tout début de l'insurrection irakienne. Et il l'a quand même fait, il était prêt à soutenir, et c'est Barack Obama qui l'a arrêté. Mais c'est François Pignon, fallait pas tourner à gauche, mais je vous avais dit à gauche Pignon, ah oui, ah, mince la boulette. Sauf que François Hollande, il dit pas, ah mince la boulette. Non, non, lui, il continue dans le même chose. Mais en fait, il ne fait que suivre ce qu'a fait Sarkozy, puisque Sarkozy et Alain Juppé, deux candidats que vous avez contre vous, M. Poisson. Et M. Fillon aussi. Voilà, et M. Fillon. Et M. Fillon, qui était Premier ministre. Les trois ont fait cette politique. D'abord, ont soutenu la coalition américaine en Irak, et ont fait chuter ensuite directement Kadhafi. Donc, eux aussi, à mince la boulette. Mais personne, tout le monde l'a oublié. Pourquoi on l'a oublié ? Parce que Sarkozy a été battu. C'est François Hollande qui a récupéré cette situation en Libye. Que fait-il ? Il voulait faire exactement la même chose en Syrie. Cette impuissance est une impuissance reconnue de nos gouvernants. Voilà ce que je voulais rappeler, et je n'en dirai pas plus sur le livre, puisque nous allons en parler, je crois, un peu plus longtemps après. Charlotte Dornelas, je le dis souvent, vous connaissez bien la Syrie pour y aller régulièrement, en qualité de journaliste, mais aussi dans une démarche aussi humanitaire qui est importante pour les chrétiens sur place. Est-ce que vous avez ce même sentiment de notre sang vaut moins cher que leur pétrole ?
C'est-à-dire que mon sentiment, on s'en fiche un peu, mais en tout cas, c'est une phrase que j'ai entendue des milliers de fois sur place, ça c'est une évidence, alors en ces termes-là ou en d'autres, et surtout, ce que j'ai eu l'occasion de dire plusieurs fois ici, mais une déception. Parce que notre sang vaut moins cher que leur pétrole, c'est vrai, ils le disent, mais ils complètent la phrase, si je peux me permettre, en disant, à la limite, de la part des États-Unis, on n'est pas surpris. Mais quand la France s'y est mise, et moi, il y a des gens qui ont fondu en larmes devant moi. C'est pas juste des mots. Les États-Unis, ça va. Mais qu'est-ce qu'on vous a fait en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Et il y a une dame à Maaloula, le petit village que je cite souvent ici, qui m'avait dit, une dame parfaitement francophone et très francophile, qui m'avait dit, mais vous savez, moi je sais, si la France nous a fait ça, c'est qu'elle n'est plus vraiment la France. Donc là, je pense qu'on a un peu, tout rétabli. Voilà. Et voilà, je pense qu'elle avait compris quand même beaucoup de choses avec cette phrase. Mais pour revenir un peu sur la question de la politique étrangère de la France dans la région, je pense, comme la politique tout court depuis quelques années, qu'elle est en train de se prendre la réalité dans la figure, encore une fois, avec cette offensive de Mossoul à laquelle on participe. Et je m'explique un petit peu, je développe. C'est la discussion qu'il y a eu entre le ministre des Affaires étrangères russe et son homologue américain hier ou avant-hier sur l'offensive de Mossoul où, et vous savez très bien, parce que je l'ai dit plusieurs fois aussi, que je sais parfaitement que les Russes dans cette affaire défendent aussi leurs intérêts. Je ne suis pas en train de dire qu'ils veulent sauver les chrétiens ou sauver des vies ou qu'ils sont dans une démarche plus humanitaire que les autres, mais il n'empêche que le ministre des Affaires étrangères, s'adressant aux Américains, leur dit mais c'est marrant, la coalition à Mossoul fait finalement exactement ce qu'on est en train de faire à Alep. Il faut libérer Mossoul des terroristes et vous avez parfaitement raison. La coalition s'est lancée là-dedans. Mossoul aujourd'hui c'est 2 millions d'habitants. Vous pensez bien qu'il n'y a pas que des terroristes. Il y a évidemment des civils. Vous êtes en train de le faire, etc. Le ministre américain répond oui mais on prévient avant de bombarder, les civils peuvent sortir. Bon, alors déjà, évidemment, ça fait rigoler dans la mesure où on sait parfaitement que les terroristes ont pour habitude de prendre les civils comme boucliers humains. C'est vrai à Mossoul, c'est vrai aussi à Alep. Il n'empêche qu'à Alep, à chaque fois qu'il y a eu des bombardements des armées russes ou syriennes, il y a eu également une prévention de la population et des couloirs humanitaires mis en place. Ce qui n'empêche qu'il y a des civils qui meurent, évidemment. Il y a des civils qui meurent, pourquoi? Parce que certains soutiennent la rébellion et donc au prix de leur vie s'il le faut, et certains sont également pris en otage par la rébellion en Syrie. Et donc, ce ministre russe finit en disant, mais finalement, les choses sont très similaires, mais ce qu'on a dit des milliers de fois. Et donc, les rebelles en Syrie sont gentils, ils passent la frontière irakienne, ce sont des monstres. Et là, le président américain a eu pour seul argument, c'est tout à fait différent. Je cite, c'est tout à fait différent, sans autres arguments. Donc, là où je dis que, et je me dépêche, là où je dis que la diplomatie ou la politique étrangère française se prend les pieds dans le tapis, c'est qu'elle est en train de prouver en Irak qu'elle n'a fait que suivre les autres et qu'en Irak, et ça on le dit depuis l'avènement de l'État islamique, les États-Unis auraient pu régler son compte à l'État islamique en 2 jours comme ils l'ont fait avec l'armée de Saddam Hussein. S'ils l'ont fait avec l'un, ils pouvaient évidemment le faire avec l'autre. Ils ont décidé aujourd'hui de le faire, on suit comme des petits chiens et on les a suivis en Syrie alors qu'on aurait dû mener exactement la même politique. Un dernier mot, Nicolas Gauthier, après je laisse conclure. Un tout petit mot. Mais tout cela pose la problématique de la guerre telle qu'elle est posée justement par les Américains. Ce que vous remarquerez, les Américains ou leurs épigones de l'ONU ou l'OTAN, ils ne font pas la guerre. Ils font la guerre à la guerre. Donc en gros, ils font la paix. Et effectivement, il y a la bonne guerre où on fait la guerre aux terroristes. Mais c'est pas une vraie guerre, parce que quand on bombarde à Mossoul des civils, on fait la guerre aux terroristes. Quand c'était à Alep, c'était des bombes russes. Bon, le mec qui est à Alep, à Mossoul, une bombe russe ou une bombe américaine, il fait autant de mal, quoi. Mais on est vraiment dans une problématique, mais philosophique, effectivement, avec ce messianisme américain, où eux, les guerres qu'ils font, bah, c'est pas grave, vu que c'est pour le bien. Je vous fais remarquer que dans les tribunaux internationaux, il est statutairement défini qu'aucun Américain ne peut y être traduit. Un Milosevic, je peux y aller, ça peut être un guerrier rose de la Havane ou d'ailleurs, mais un Américain, jamais. Ils sont en même temps jugés partis, mais comme eux, c'est l'empire du bien, et qu'il y a le pétrole derrière, donc ça donne à la guerre une notion philosophique un petit peu différente. Juste, Martial, si je peux une petite me permettre. suggestion.
vous souvenez de la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède de Pierre Desproges? Évidemment. Et j'aimerais bien une minute nécessaire, comme ça, un peu orwellienne, avec de la linguistique, de la sémantique, la minute nécessaire de Nicolas Gauthier. Je trouve que ça aurait de la gueule, une petite chronique, une petite pastille comme ça. Bah merci, c'est gentil. D'accord. Pour une fois qu'on est d'accord. On est très inquiets. Ça serait C'est sympa. encore bien dit de mal, et donc on est très inquiets. Mais dès qu'on veut élever un peu le niveau, on se fait bâcher après. Est-ce que dans votre livre, vous dites il n'y a pas de fatalité, hein, c'est ça, vous dites il n'y a pas de fatalité, la France peut et doit récupérer son influence pour peser dans le débat. Et puis alors vous dites il faut choisir son camp, Assad ou l'islamisme, c'est un chapitre. Et c'est quoi le choix alors de la France? Vous êtes président de la République, vous faites quoi demain matin? Pour l'instant, en mai. Pour l'instant, et dans les circonstances que nous connaissons, même si on peut dire, et je le dis à peu près sans hésiter, c'est Assad qu'il faut choisir, même si c'est un choix temporaire. Parce que moi, je connais l'opposition modérée à Bachar al-Assad. Tout le monde en parle, personne ne les a rencontrés, moi je les ai rencontrés. À Istanbul, dans un sous-sol d'un immeuble qui est près de l'aéroport, logé par le gouvernement turc, il y a là 20 personnes qui sont intègres, honnêtes, amoureux de leur pays, qui sont volontaires pour y remettre davantage de réformes, etc. Je ne doute absolument pas ni de leur qualité, ni de leurs intentions. Je doute de leur capacité à le faire. Parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont pas de soutien, ils sont seuls au monde. Les Turcs les instrumentalisent pour dire « Regardez, il y a une opposition à Assad, donc on peut continuer à cogner sur Assad ». Ils le servent, ils sont otages d'une certaine façon de cela. Si jamais, demain matin, et c'est ce qui motive mon opposition depuis l'origine à ce qu'on bombarde Damas ou à ce qu'on déboulonne Bachar al-Assad. Pour les mêmes raisons qui étaient dites tout à l'heure, si on déboulonne Bachar al-Assad, on aura en Syrie les mêmes conséquences qu'en Libye et en Irak. Il n'y a aucune raison. À une exception près, c'est que nous aurons, parce qu'ils sont mieux structurés, qu'ils sont déjà sur place, des radicaux islamistes sunnites à la tête de la République syrienne. Est-ce que c'est vraiment l'intérêt de la France et de l'Europe que d'avoir à Damas, dans ce pays qui est symbolique pour l'ensemble de l'islam? Je rappelle que c'est à Damas que s'est installé le deuxième calife, donc c'est pas n'importe quel pays pour les musulmans. C'est le cœur, c'est la naissance de la dynastie des Omeyyades. Enfin, il y a plein d'éléments qui en font un pays vraiment particulier et cher au cœur des musulmans, qu'ils soient chiites d'ailleurs ou sunnites. Est-ce qu'on veut vraiment briser ou faire en sorte d'affaiblir l'arc chiite qui va de l'Iran à Beyrouth en passant par Damas, qui est, je pense, un point d'équilibre dans la région, même si ni l'Iran ni le Hezbollah ne me sont, ni Assad d'ailleurs, ne me sont profondément sympathiques. Il faut faire attention à ne pas déséquilibrer cette région davantage qu'elle ne l'est déjà, parce que sinon, si effectivement les sunnites radicaux islamistes, les frères musulmans ou Al-Qaïda, mais ce sont les mêmes, pour moi il n'y a pas de différence, s'installent à Damas, alors il n'y aura plus de chrétiens en Syrie, ça c'est sûr. Il n'y aura plus de chiites parce que là où il y a des sunnites, en général, les chiites finissent par... et on aura perdu une partie de l'équilibre moyen-oriental qui est très très dérangé en ce moment parce que et le monde arabe et l'islam sont dans une crise extrêmement profonde. Extrêmement profonde. Et j'ajoute que Bachar al-Assad lui-même, mais également d'autres dignitaires musulmans syriens et égyptiens, m'ont dit, quand je les ai rencontrés, c'est Assad qui m'a dit ça, il m'a dit « Mais est-ce que vous savez pourquoi il n'y a jamais eu de fortune pour les radicaux islamistes en Syrie ?» Je lui ai dit « Non, je ne sais pas. » Il m'a dit « À cause de la présence des chrétiens. » Et au fond, ce livre est aussi un témoignage du fait que les chrétiens du Proche-Orient sont le meilleur rempart du monde entier contre la prolifération de l'islam radical. S'ils disparaissent, nous sommes nous en première ligne. Ils sont nos ambassadeurs. Ils sont en train de dire, comme les Libanais à Beyrouth d'une certaine façon, ici ça ne passe pas. Et comme nous les avons lâchés, ils ne peuvent plus résister tout seuls, donc on peut à nouveau les aider. Je partage l'avis que, effectivement, nos liens insupportables avec les monarchies pétrolières nous empêchent de voir clair sur cette question. J'en veux un seul signe. La dernière visite officielle de Manuel Valls en Arabie Saoudite s'est produite 3 jours après la 186e ou 187e exécution au titre de la peine capitale en Arabie Saoudite. Si pour un Français, il n'y a pas là quelque chose comme une capitulation symbolique, alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Et évidemment que les musulmans qui sont attachés au symbole l'ont aménagé ou l'ont compris comme ça. Il n'y a pas de hasard avec eux. Et je pense que le retrait par rapport à ces relations, le fait de prendre nos distances avec les États-Unis, parce que c'est nécessaire. Nous sommes, les États-Unis et la France, les deux seules grandes puissances du monde à n'avoir jamais été en guerre l'une contre l'autre.
Il faut que ça demeure. C'est précieux, cette situation. Et je ne suis pas pour qu'on rompe l'amitié avec les Américains, ni qu'on les affronte, pas du tout. Mais par ailleurs, si nous ne nous sommes jamais fait la guerre militairement, il y a beaucoup d'autres aspects sous lesquels nous sommes en réalité dans une confrontation qui ressemble à la guerre. La guerre économique, ça existe aussi. La guerre économique existe, c'est exactement ce que je visais à l'instant. Donc voilà, je crois que tout ça est nécessaire. On peut reprendre cette influence, il faut simplement leur dire qu'on les aime, qu'on a besoin d'eux et qu'on s'occupe d'eux. Les Syriens, par exemple, ou les Irakiens, n'en veulent pas à la France. Ils savent bien que les Français, il y a plein de Français, et Charlotte Dornelas y va, j'y vais aussi. Il y a des tas de jeunes qui sont formidables et qui consacrent une partie de leur énergie merveilleuse. Des deux côtés, d'ailleurs, il y a aussi des gens, des ONG, comment dire, qui sont plutôt avec les rebelles, etc. Très bien. Les Français sont présents. L'État français n'est plus là. Il faut replacer l'État français et dire que la France est de retour dans le Proche-Orient, et ça peut suffire à retrouver notre réputation et notre influence. Voilà, notre sang vaut moins cher que leur pétrole. Il y a 800 pages de moins que dans le bouquin de Bruno Le Maire, ça vaut le coup. Alors, le pétrole, ce sont les dessins d'Ignace. Le pétrole, ça crée une dépendance, et on voit François Hollande peut-être un peu aviné ou pétroliné, en criant « Allah Akbar ». Voilà, Ips. Djihadiste kamikaze égale 72 vierges, martyr chrétien égale 72 conversions. C'est le tonneau des Danaïdes. Hollande ne défend pas les chrétiens d'Orient, ce serait contraire à la laïcité. Ça, c'est très... C'est très cruel, mais c'est très vrai. Ne dites pas que c'est bien, parce que vous n'allez pas pouvoir dire que c'est bien tout le temps, parce que là, vous êtes dessiné en slip ou en maillot de bain, plutôt. Poisson ne fait pas des bulles, mais plutôt des vagues. C'est pour revenir aux propos controversés. Vous voyez, donc, faut jamais, avec Ignace, faut se méfier. Hein. Est-ce que je peux dire à Ignace que je ne porte pas de slip de bain, mais de short de bain? Bon. Ben voilà. Pour l'exactitude historique, monsieur le dessinateur. Bien sûr. Il habite Rambouillet, hein. Il faut retenir ça. Jean-Frédéric Poisson, anti-lobby, anti-laïcisme, anti-mariage gay, anti-avortement, anti-grand remplacement, pas très cathodique, tout ça, dit le CSA. Et puis, là c'est Sarkozy, Juppé et peut-être Nathalie Kosciusko-Morizet qui n'est pas à son avantage. Poisson indigeste, c'est plein d'arêtes politiquement incorrectes. Voilà, on se retrouve dans quelques instants. Les policiers vont s'inviter dans le débat. À tout de suite. Retour sur le plateau de Bistro Liberté, entre colère et fronde, les policiers se rebiffent. François Hollande, qui assure prendre la mesure du malaise de la police et de la gendarmerie, a reçu, c'était mercredi, les représentants des syndicats des forces de l'ordre. Pourtant, depuis les tentatives d'assassinat de policiers à Viry-Châtillon, c'est dans l'Essonne, en Île-de-France, la mobilisation se veut apolitique et souvent hors cadre syndical. L'exaspération des policiers français devient-elle un enjeu politique à l'approche de la présidentielle? Je vous pose la question. Jean-Frédéric Poisson. C'est un enjeu politique, bien sûr, parce que lorsqu'on en vient à tel point de délitement que le bras armé du pouvoir exécutif, qui est la police, vient manifester devant l'autorité judiciaire, qui est un des trois pouvoirs reconnus par la Constitution, on peut se dire que le pays a atteint un niveau de délitement, franchement, qu'on a assez peu connu, ou en tout cas pas depuis très longtemps. Et au fond, le mépris que ressentent les policiers à l'égard du gouvernement, la manière dont le gouvernement ne traite pas les questions qui sont posées aux policiers, le fait qu'ils ont affaire à une forme de violence parfaitement nouvelle, sans aucune espèce de limite, barbare par certains aspects, le fait qu'on les attaque maintenant avec des armes de guerre, quand dans la banlieue où j'ai grandi, dans le nord de Paris, il y a 30 ans, c'était avec des couteaux à cran d'arrêt et des barres de fer. On comprend très bien que cette nouvelle modalité de l'exercice de la violence à l'égard de la police nécessite de nouveaux moyens, de nouvelles doctrines d'engagement, une nouvelle manière de considérer le maintien de l'ordre et la capacité pour eux de riposter. Par ailleurs, ils ressentent dans beaucoup d'endroits, c'est le cas aussi sans doute à Rambouillet comme ailleurs, dans le sud des Yvelines comme ailleurs, ils ressentent une forme d'inattention, pour ne pas dire là encore de négligence de la part de la justice. Ils s'échinent à mettre sous les écrous un certain nombre de délinquants qu'ils arrêtent, qui sont relâchés le lendemain ou le surlendemain par bon nombre de magistrats, et ils se demandent à quoi ils servent.
C'est-à-dire ni de la part de leur autorité de tutelle, ni de la part de ceux qui devraient pourtant sanctionner leur travail positivement s'entend, par des traductions en justice, par des sanctions pénales, pourquoi pas par des incarcérations, ils ne voient aucune espèce de soutien de nulle part. Et c'est ce qui explique leur colère et le fait que les syndicats de policiers ne soutiennent pas cette fronde, qui est une véritable fronde de la police, est problématique aussi parce que ça veut dire qu'il y a aussi dans la police, semble-t-il en tout cas, une coupure assez nette entre les organisations syndicales qui les représentent et la base des forces de l'ordre. Cette coupure, en général, est aussi le signe d'une fracture plus importante et elle empêche l'expression, la prise en compte par les représentants de ce qu'exprime cette base qui tous les jours assure tant bien que mal notre sécurité. Je veux leur rendre hommage ici parce qu'ils font un métier de plus en plus difficile, dans des conditions absolument terribles, en étant exposés n'importe quand, sous n'importe quelle forme, et à tout coin de rue, à des violences auxquelles ils ne sont plus exactement en situation de riposter. Nicolas Gardet, est-ce que vous faites partie des 90% de Français qui soutiennent les policiers? Écoutez, mon bon Martial, je suis par principe solidaire de tous les travailleurs en lutte. Non, ne riez pas. Alors j'aimerais juste, vous savez, lors d'une précédente émission, j'avais tenu des propos quelque peu outranciers, avec une psychologisation excessive. Ça vous était vivement reproché. Policier, ça m'était vivement reproché. Petit souci, disons. Mais je ne vous ai pas censuré. Non, vous ne m'avez pas censuré. Après, il y a eu des petits Mais c'était rigolo. C'était... Je ne sais pas si c'était rigolo, ça n'a pas été trouvé rigolo par tout le monde apparemment, vu ce qui s'est passé après. Mais juste bon, ne revenons pas. Deux syndicats de policiers, c'est tout. Voilà, voilà. On va pas revenir sur cet épisode, dont je suis sorti blanchi, je crois. Mais ça n'est pas le sujet. En tout cas, il n'y a plus de procédure pénale qui pèse sur ma personne. Voilà, ça c'est dit. Ce que je voulais juste dire à ce sujet, c'est que, en fait, bon, mes propos étaient effectivement outranciers, etc., c'est certain, mais en fait, c'est par hypothèse ontologique que je n'aime pas l'État, l'Église, la police, l'armée. Après, tout anarchiste, tout libertaire conséquent tiendrait forcément cette position. Après, je n'ai rien contre les individus, je n'ai rien contre les policiers. Après, j'ai pu avoir, au cours de mon existence, en Russie, en tant que jeune thésard, et puis en France en tant qu'avocat, des rapports parfois un peu conflictuels, disons, avec la police. Bah oui, c'est l'enjeu. Qui parfois font que des fois je peux m'échauffer les sangs dès qu'il s'agit des policiers. Mais évidemment, je n'ai rien contre ces gens qui font un travail extrêmement difficile. Alors après, c'est pas toute la police sur le territoire français qui, à tous les coins de rue, peut se faire attaquer à l'arme de guerre. Il y a quand même des disparités gigantesques entre entre les la policiers. Grande Borne et le 16e. Par rapport aux propos de Jean-Frédéric Poisson, c'est pas pareil pour tous les policiers. Tous ne sont pas confrontés à des situations terribles. Mais ça reste un métier difficile. Je crois qu'il y a un consensus. Je ne suis pas sûr que Place du Trocadéro, ça soit plus simple à gérer qu'à la Grande Borne. Mais oui. Voilà. Que la Grande Borne, quoi. Ce que je veux juste te dire, c'est que en termes de déviance et de délinquance. Je crois. Parce que moi, j'ai été avocat de policier, j'ai des amis dans la police, commissaire de police à Paris, etc. Voilà, fasciste. Je suis avocat, je défends des islamistes, des prostituées, des policiers, tout le monde, quoi, hein, toute la racaille. Et, je plaisante, mes amis flics, je plaisante. Des hommes politiques peut-être aussi pendant oui, c'est advenu. Et pas les plus recommandables, et pas les plus fréquentables, Jean-Frédéric Poisson. Vous êtes trop bon, vous êtes trop bien pour un avocat comme moi. Vous êtes trop bien pour moi, Jean-Frédéric Poisson. Non, ce que je voulais juste te dire, c'est... Je crois qu'il y a un consensus absolu au sein de la police, parmi les policiers, pour dire qu'il n'y a pas assez de moyens, que les conditions de travail, les commissariats sont insalubres parfois, etc. Donc ça c'est incontestable. Le matériel, les bagnoles, ils n'ont pas de bagnoles, voilà. Évidemment que ça, c'est un véritable problème et qu'il faut être solidaire de ça. Après, il y a certaines revendications qui posent difficulté, en revanche, notamment la légitime défense. Je crois que ça participe donc cette idée d'instaurer une présomption de légitime défense pour les policiers. On voit ce que ça donne aux États-Unis. Je pense que c'est... Non, mais c'est vrai. À quoi, Dornelas? Quoi? Ça fait quelques mois qu'ils ont le droit de porter leur arme hors service et qu'il n'y a eu aucun problème. Aux États-Unis, cette histoire de présomption de légitime défense a des conséquences absolument désastreuses. On n'est pas américain, déjà, première chose. Et en France, on a encore le droit, quand on est policier, de sortir son arme. Les condamnations pénales sont absolument rarissimes. Il est extrêmement rare qu'un policier soit poursuivi et encore plus rare qu'il soit condamné. Le problème, c'est aussi un problème interne à la police. C'est quoi le sujet? On parlait il y a un écart entre les syndicats, la base, etc. Mais c'est déjà un écart entre la direction et la base. C'est-à-dire que la première réaction de la direction de la police nationale après le début des manifestations, c'est envoyer l'IGPN pour sanctionner durement les meneurs, les leaders, ceux qui font la grève, etc. C'est comme ça qu'ils réagissent. Oui. C'est ça le sujet. Et aussi le problème, c'est quoi? C'est quand il y a des mises en examen, notamment sur des histoires de violence,
les gars, et ça c'est la police nationale qui le décide en interne, hein, c'est pas le gouvernement, c'est la police, la direction de la police, les gars ont une suspension de carrière, n'ont plus de promotion, C'est aussi le problème, c'est interne à la police, c'est-à-dire peut-être qu'on pourrait, au lieu que ça soit absolument automatique, mise en examen égale plus de promotion, stagnation de la carrière, peut-être qu'il pourrait y avoir plus de discernement en interne sur ces questions. Ce que je veux juste dire, c'est que tout n'est pas valable forcément dans le combat des policiers. C'est pas parce que ce sont les policiers que c'est dur que forcément tout ce qu'ils revendiquent est absolument formidable. Non, mais ça, bien sûr. Après, il y a des choses sur leurs conditions de travail matérielles notamment, et en termes de moyens, qui sont voilà, tout à fait légitimes, et je suis solidaire de leur lutte à cet égard. L'autre Nicolas, non, par principe, je ne défends pas la police par principe, non. C'est pas. Je suis comme Georges Brassens. Hein. Et il n'empêche. C'est un pénal bientôt pour vous. Hein. Oui. Il faut continuer comme ça. Et en revanche, ce qui me semble être plus grave, au-delà des problèmes Tant qu'elle vous défend, vous êtes sauvé. Bah, toutes les fois, elle a eu à me défendre, elle ne m'a jamais défendu. Hein. Désolé. Oui, bah, vous avez eu de la chance de ne pas être au Bataclan, quoi. Quel rapport avec le Bataclan? C'est un très mauvais groupe de rock, j'y ai pas été parce que j'ai mais du bon il est goût. aussi là le rapport. Vous pouvez canaliser Vernelas, Bild, parce que je l'accorde tout le monde. Si je peux recommencer Le problème, c'est que je suis souvent d'accord avec elle, donc je laisse parler. Votre rôle d'animateur impartial. Ah, non, je mais parle écoutez, des je suis flics, elle impartial cause grâce du à elle. Bataclan, quoi. Non, mais on est où, là? Non, le problème, c'est effectivement, hormis le manque de moyens évident, parce que moi, j'ai des copains comme vous, j'ai très bons amis policiers gendarmes, sous habitant à la campagne, dit on persécute les automobilistes sur la route, mais nos voitures ne passent pas le contrôle technique. Il y a des flics qui doivent acheter leur propre gilet pare-balles, leurs munitions, et même faire le plein d'essence sur leur carte bleue personnelle. C'est censé être remboursé, en fait, ça ne l'est jamais. Ce qui est terrible chez eux, mais un peu comme chez tous les corps constitués de l'État, les professeurs, même les avocats comme vous, c'est ce sentiment d'inutilité. C'est-à-dire, le flic, il arrête un mec, un voyou, le lundi, le mardi, le mec lui fait il le revoit dans la rue, il lui fait un pardonneur. Sentiment d'inutilité. Donc du coup, pour se venger, le policier a deux options. Il persécute les honnêtes gens qui, eux, sont solvables, et s'ils ne le font pas pour les infractions routières, ils sont pénalisés. Et plus il y a de PV distribués, plus on déprime. Et après, bah, le beurre qui tient la tour de la cité, il est contrôlé 8 fois dans la journée. Le flic sait qui c'est, 8 fois il prend les papiers. Eh ben, ça fait 8 enquêtes élucidées, quoi. Donc là, il y a un problème effectivement terrible, mais ce qui est dû à le sentiment d'inutilité, de frustration qu'ils ont. Après, quand vous dites, et je finis là-dessus, mon cher Martial, quand on dit que cette manifestation est sans précédent, c'est faux. Il y a eu un précédent, c'est le 13 mars 58, bah oui, où les policiers ont manifesté avec des voitures de service et en tenue. 2 mois après, la 4ème République était morte, voilà. Et le général de Gaulle est arrivé. Donc je ne sais pas ce que va donner cette manifestation, mais pour une fois que les flics se sortent les doigts du machin, comme on dit, il se peut qu'il y ait que pour une fois, ça pouvait servir à quelque chose qui l'ouvre. Hein. On verra la suite. Du moment qu'il n'y a pas le général de Gaulle qui arrive. Philippe Randa. Déjà, moi, ça, c'est le côté impartial. Il y a des gens qui défendent systématiquement la police, d'autres qui accusent systématiquement la police. Moi, je fais ni l'un ni l'autre, mais j'ai beaucoup enquêté sur la police pendant des années pour faire des livres et tout. Pour faire comme eux. Mais voilà, mais au-delà de moi... Ils ont beaucoup enquêté sur vous. Oui, ils ont un peu enquêté sur moi et moi beaucoup sur eux. Il y a beaucoup de familles chez les policiers. Voilà. J'ai beaucoup de familles dans les policiers, bien sûr. Sais, en Suisse. Mais je veux juste vous rapporter deux petites anecdotes. Une première déposition dans le cadre d'une garde à vue, mais j'en suis sorti. Le policier à l'époque tapait sur une machine qui n'était même pas électrique, alors que moi déjà j'étais avec une machine électrique. Lui, il avait un vieux clou, il tapait, il avait du mal et ça durait cette déposition, c'est affreux. Je voulais même lui demander si je pouvais pas taper à sa place. Bon là, ça n'a pas été jusque là. Une dizaine d'années plus tard, une autre déposition, et là je vois un ordinateur. Vous passez votre vie dans les commissariats. Je passe ma vie dans les commissariats. Ça fait 10 ans quand même entre les deux. Hein. Pas mal. Allez, peut-être 12. Il s'est et là, je demande, je lui dis évidemment, ben maintenant vous avez des ordinateurs, dans le temps j'avais encore vu les machines. Il dit, non monsieur, c'est mon ordinateur personnel. Le manque de moyens de la police, c'est récurrent depuis toujours. J'ai fait 2 livres dessus sur une période de 30 ans. Je peux vous assurer que les flics ont toujours été démunis de tout. Ils ne se plaignaient pas. Donc qu'est-ce qui change aujourd'hui ? Il change juste une simple chose, c'est qu'aujourd'hui, ils ont cette sensation, juste fausse ou vraie, mais je pense qu'elle est vraie, que de toute façon, on les tue, parce que là, on les tue plus qu'avant, mais surtout,
ils n'ont pas droit, eux, de se défendre. Alors peut-être qu'on va dire, oui, ils peuvent quand même se défendre, oui, ils tuent parfois, mais globalement, et c'est ce qui a été dit d'ailleurs dans les interviews qu'on a fait des policiers qui manifestaient, a dit, nous, les collègues, ils ne savent pas quand ils peuvent sortir leur arme. On leur dit toujours, ne sortez pas vos armes. Et d'ailleurs, il vaut mieux qu'ils ne sortent pas leurs armes. Parce que le deuxième livre que j'ai fait sur la police, je l'ai écrit avec un policier qui a été champion de tir de la police nationale. Ah, je dis bravo, c'est bien, dis donc. Il dit oui, puis ça m'a coûté cher. Je dis comment ça t'a coûté cher? Il dit oui, parce que alors je ne sais plus le chiffre exact de balles, je crois qu'on leur donne 5 cartouches par an pour s'entraîner. 5 cartouches, et ils sont dans l'obligation de faire 3 fois dans l'année un exercice de tir. Donc 3 fois dans l'année, ils doivent aller dans un stand de tir pour tirer 5 cartouches gratuites. Toutes les autres, il les paye. Lui, pour être devenu champion de tir de la police, ça lui a rapporté un beau diplôme, mais il les a payés. Ça coûte cher, les cartouches. Voilà où c'en est. Et donc, vaut mieux pas que les flics, aujourd'hui, sortent trop leurs armes, parce que l'entraînement, aucun n'en fait au-delà de 5 balles, sauf les fous Mais les fous d'armes à feu, c'est peut-être eux qui feront le moins de victimes. Et aujourd'hui, ces policiers-là se retrouvent, on les tue maintenant avec l'époque du terrorisme, on l'a vu, et c'est quand même eux qui sont au premier rang pour se faire tirer dessus. Et les directives qu'ils reçoivent, c'est de ne surtout pas dégainer leur arme. Donc c'est pour ça qu'ils manifestent aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils veulent, eux, qu'on change la présomption de danger et les possibilités de légitime défense. C'est parce qu'ils sont dans cette situation où d'un côté, on les terrorise et on les persécute en leur disant « ne sortez pas vos armes », on les traumatise, et en face, il y a des gens qui leur tirent dessus. Alors, effectivement, aux États-Unis, je ne sais pas si on tire les gens comme des pigeons, mais en tout cas, en France, c'est les flics qu'on tire comme des pigeons. Charlotte Dornelas, vous êtes d'accord avec cette... Maintenant que vous avez la parole, vous pouvez la prendre. Voilà. Enfin. Non, mais il y a... Les policiers en Syrie, donc. Non, mais... je vais peut-être parler de la police en Syrie. Non, mais il y a deux choses. Là, j'entends parler que de matériel. Or, quand on va dans les manifestations qui ont lieu depuis quelques jours et qu'on demande aux policiers pourquoi ils sont là, la première chose qu'ils disent systématiquement tous, c'est il faut bien comprendre qu'on n'est pas là pour des questions de matériel. Première chose, j'ai entendu 15 fois. Hein. Deuxième chose... il y a souvent une espèce de tendance à droite, et notamment depuis les manifs pour tous, de dire on ne soutient pas par principe la police parce que vous comprenez, elle nous a tapé dessus, elle nous a gazés. Ce qui est parfaitement vrai. Mais ce qu'il faut comprendre dans le mouvement policier qui est aujourd'hui et qui notamment rejette la présence même des syndicats dans la police, c'est précisément les ordres politiques qui leur sont donnés qui sont remis en cause. Donc il y a un moment où il faut être cohérent, quoi. Oui, la police a tapé sur les manifestants de la Manif pour tous, mais c'est précisément, entre autres, pas nommément, mais c'est entre autres ce qu'ils sont en train de remettre en cause. Donc il y a un moment, si on veut avancer, il faut aussi parfois accepter de s'adapter à la situation. Première chose. Ensuite, quand on leur dit, bah alors du coup, pourquoi vous êtes là si ce n'est pas des questions de matériel? Ils disent, pour sortir, en rejetant les syndicats, en appelant à la démission du directeur de la police et du ministre de l'Intérieur, ça ne peut pas être des questions de matériel, parce qu'on est con, mais quand même, quoi. On risque quand même gros en faisant ça. Donc, eux, ce qu'ils disent, c'est on manifeste juste, en fait, pour pouvoir faire notre travail. Pourquoi ils le font devant, effectivement, notamment des tribunaux? Parce que ce qu'ils disent, c'est que ce qu'ils veulent, en tout cas, c'est avant tout une réforme de la procédure pénale. Pourquoi? Il y a 3 choses. Je regarde mes notes, excusez-moi, mais c'est pour... parce que je ne suis pas non plus... moi, je n'ai pas écrit 3 livres sur la police, du coup, c'est... Voilà. Je veux... Parce que moi, mon sentiment sur la police, en fait, tout le monde s'en fout un peu, mais eux, ce qu'ils disent, c'est que, première chose, ça fait effectivement 30 ans qu'on accumule des lois qui, en fait, sont toujours à la faveur, et même si ce n'est pas évidemment la volonté du député, toujours à la faveur du délinquant contre la police. Pourquoi? D'abord parce que leur travail consiste aujourd'hui, oui je me dépêche, mais leur travail consiste aujourd'hui à écrire toute la journée.
là c'est ce que je leur dis, il y a l'avocat qui est présent en garde à vue, une caméra qui filme dans les cas d'affaires criminelles, et en plus, mais c'est pas ça qu'ils remettent en cause, c'est simplement qu'en plus on leur demande d'écrire et que le tout est sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, et qu'en fait ils perdent un temps fou à faire des choses qui sont simplement des doublons. Ensuite, il y a la question du coût des enquêtes. Et ça, il y en a beaucoup qui m'ont parlé en me disant ça, les Français ne le savent pas, mais ils se font saigner, et le terme n'est pas de moi, saigner par les opérateurs téléphoniques lors des gardes à vue, saigner par la présence évidemment toujours des avocats, des médecins et de plus en plus des interprètes lors des gardes à vue. Et ensuite, il y a... Et alors là, c'est un policier qui me disait, et c'est le clou du spectacle, parce que c'est ce qu'il y a de plus récent, alors que cette colère des policiers n'est, elle, pas récente, c'est ce qui a été voté pendant l'état d'urgence, qui fait qu'à partir de novembre, là, le mois prochain, il faudra informer l'avocat de chaque déplacement du gardé à vue, c'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'il y a une perquisition, l'avocat devra être au courant, et donc qu'on ne peut pas exclure que certains avocats préviennent de la perquisition qui va avoir lieu. Et deuxième chose, il y a une autre chose qui a été mise en place, c'est que pendant la garde à vue, le prévenu va avoir une demi-heure d'entretien en plus de la demi-heure d'entretien avec son avocat, avec la personne de son choix. On imagine bien qu'aujourd'hui, il y a certaines gardes à vue qui sont quand même assez problématiques. S'ils peuvent parler en plus pendant une demi-heure avec des amis, c'est... Attendez, juste une chose. Il faut que Béatrice parle, il nous reste une minute. Je suis obligé d'agresser Dornelas. Je dois agresser Dornelas. Qui parle là. On dirait Pinochet quand vous parlez. Finissez. Finissez. Non mais est-ce que je peux finir? Pinochet, il y a fou dans cette histoire. Donc je termine juste là. C'est les propos des policiers qui manifestent que je rapporte ici. Et donc le problème, ça n'est même pas ce qui les a poussés dans la rue. Ce n'est même pas ce qui est arrivé à Viry-Châtillon. C'est simplement le fait que ce qui est arrivé à Viry-Châtillon était prévisible depuis des années et des années, non seulement prévisible, mais en plus ils avaient prévenu. Et c'est ça qui les met dans la rue aujourd'hui. Béatrice. Alors moi je vais être très bref, puisque il me reste, je pense, 30 secondes, mais c'est pas grave, Charlotte a très bien parlé. Moi je pense que la raison pour laquelle ils descendent dans la rue, c'est qu'ils ont la trouille au ventre. Et je pense que c'est ça, en fait, le problème. C'est vrai qu'après, ils déguisent ça, et tout ce qui est dit est vrai. Mais je pense que, en fait, c'est juste que ça les prend aux tripes. Et pourquoi ça les prend aux tripes? Parce qu'on les assassine. Donc, oui, moi, bien sûr que je les soutiens. Enfin, bien sûr que oui, je les soutiens. Mais je pense qu'il faut aller bien au-delà des problèmes, en effet, matériels, du fait qu'ils ne peuvent pas faire leur travail, etc. Mais c'est simplement qu'aujourd'hui, ils sont absolument terrorisés. Voilà. Et je pense que c'est la raison qu'on les abat comme des lapins, on dit qu'il faut que la peur change de camp. On les abat, on aimerait en tout cas. Les zones de non-droit, ça fait combien de temps qu'il y a des zones de non-droit? Ça fait combien de temps? Donc c'est vrai que c'était prévisible, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est bien plus que le raisonnement, c'est les tripes qui les font descendre dans la rue. Et à partir du moment où on est dans cet état-là, je pense que Cazeneuve n'a strictement rien compris, que Hollande, une fois de plus, n'a strictement rien compris, et que quand les policiers commencent à avoir la peur au ventre, c'est l'État complètement qui est déliquescent. Et on pourrait parler de ces fameuses zones de non-droit, de ces fameuses valeurs de la République, de ce fameux État de droit, puisque c'est avec ça qu'on nous rebat les oreilles, et ces valeurs de la République. Écoutez, moi je suis désolée, mais c'est tout ça qu'il faut complètement remettre en cause. Nicolas, un dernier point, une seconde. Là, je m'en prends plein la gueule. J'ai bien compris que Charlotte Pinochet Dornelas se faisait juste la traductrice. Non, Pinochet. Là, parce que, en fait, pourquoi... Non, Nicolas Gardère, ça n'est pas le sujet. Ça n'est pas le sujet. Non, mais Pinochet, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que c'est Chicago, parce que c'est l'absence de règles, justement. Non, c'est pas la même chose. C'est un peu différent. En fait, c'est l'idée. J'ai bien compris que vous étiez la traductrice des propos des policiers, etc. Non, mais parce que votre avis comme le mien, tout le monde s'en fout. Je préfère vous prévenir avant que vous parliez. Non, parce que l'avis des policiers... Voilà, qui se plaignent de plein de choses, j'entends. C'est pas parce qu'ils se plaignent. Non, mais là, on essaie de comprendre pourquoi ils sont dans la rue. Les policiers n'ont jamais été les défenseurs de l'état de droit et des libertés fondamentales. Jamais. Jamais. Par principe. Non, mais par essence. Ils défendent précisément les institutions. C'est leur métier. Le rôle de la police, c'est d'exercer concrètement le monopole de la violence légitime. Ça n'est que ça. Ça n'est pas de garantir les libertés. Excusez-moi. Non, mais oui, ça c'est vrai.
C'est ce que je dis de plus. Le rôle, c'est d'être gardien de la paix. Ça n'est pas le rôle de la police que de protéger et de garantir les libertés fondamentales. C'est pour ça qu'il y a des gardien avocats, de la qu'il y a des magistrats. Maintenant, on en met ce qu'on veut de ce qu'il critique, c'est simplement la garantie des libertés fondamentales. C'est-à-dire un juge qui contrôle et un avocat qui protège. C'est tout. C'est tout. Mais non, mais écoutez ça n'est que ça. Ça n'est que ça. Mais j'ai entendu ce que non. Ils étaient déjà contre la présence des avocats quand on a eu le droit d'être enfin présent en garde à vue. Donc vous n'écoutez pas. Ils étaient contre ça depuis le début. Vous n'écoutez pas. Ils sont toujours contre tout progrès des libertés fondamentales dans ce moment qu'est la garde à vue. Est-ce que je peux juste répondre là-dessus? Mais vous pouvez répondre. J'ai laissé Jean-Frédéric Poisson répondre aussi parce qu'il veut répondre. Je n'ai pas dit qu'ils avaient dit que le problème était ni la présence d'un avocat, ni le contrôle du juge. Le problème, c'est la présence d'un avocat, plus le contrôle du juge, plus le tout filmé, plus ensuite qu'ils doivent passer leur journée à réécrire tout ce qui a été filmé, entendu et vu par les avocats et les trucs. C'est le prix de la liberté, de la protection de la liberté. C'est le prix de la C'est le prix de la protection de la liberté. C'est le prix de la liberté. Quand vous étiez gardés à vue, vous tous là, pas vous, parce que vous n'étiez pas au manif, mais vous et les jeunes de la manif pour tous, quand vous étiez en garde à vue, vous étiez bien contents d'avoir des avocats et une protection de vos libertés. Nicolas Garcia, stop, on a bien compris. Dans mes gardes à vue, j'ai jamais eu un seul avocat, moi. Désolé. Est-ce que Jean-Frédéric Poisson peut en placer une? Merci. C'est pas sûr. Je vois que ça n'est pas certain, donc je me dépêche. Non, je crois que tout ce que j'entends là est juste en même temps. C'est pour ça qu'il est compliqué d'estimer la situation. Je pense effectivement que c'est d'abord un problème de considération pour la réalité de cette évolution qui place les policiers dans des situations de plus en plus exposées à des dangers auxquels ils ne peuvent pas répondre. Et pardon, ce qui s'est passé après l'affaire de Charlie, c'était bien dans le 12e arrondissement de Paris, porte de Vincennes, ce qui n'est pas un coin réputé pour sa dangerosité délinquante habituelle, vous me l'accorderez. Ça peut se passer absolument n'importe où, parce qu'il y a des fous dangereux en face que personne ne peut considérer comme concentrés dans telle ou telle partie du territoire de manière exclusive. Par ailleurs, je peux comprendre cette distinction intellectuelle qui consisterait à dire au fond les policiers sont là pour taper sur les méchants le temps qu'ils peuvent et ils en sont empêchés que parce qu'il y a des règles de droit, des principes fondamentaux de la Constitution, etc. Non, moi je pense que les policiers sont aussi là pour protéger la liberté fondamentale des braves gens. Parce qu'à la fin du compte, une société dans laquelle les malfrats, comme dirait un de mes amis, sont punis. Cette dichotomie, et les bras gens. Mais entre enfin, ça malfrats existe. et honnêtes gens. Non mais la dichotomie, là vous faites une mais dichotomie. Protéger la liberté des braves gens. C'était pas des braves gens qui manifestaient existe. à la manif pour tous. C'était des malfrats, c'était des voyous. Eux aussi ont eu besoin d'être protégés et d'avoir leur liberté garantie, c'est tout. Ils l'ont fait sur ordre simplement. C'est ça qui est une réalité aussi politique. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur nous n'arriverons pas à mettre tout le monde d'accord. La hiérarchie ne fait plus respecter la loi. Mais je constate qu'il y a des avocats qui seraient d'excellents procureurs. Donc Allez voir Bryce de Nice 3. C'est le moment où j'allais. La hiérarchie ne fait plus respecter la loi à tel point qu'on se demande s'il ne faudrait pas la coffrer. La police en rupture avec sa hiérarchie, avec cette police de la pensée, celle qu'on connaît bien. Hollande veut rassurer la police. Vous en faites pas les gars, je vous protège. Voilà, et on se retrouve dans quelques instants. Eh bien tiens, on va parler de Hollande, de son livre et de ses confidences. Ouais. Retour sur le plateau de Bistro Liberté. J'espère que vous avez profité de cette coupure pour aller sur la rubrique dont vous savez combien il est essentiel de nous aider. Tout à l'heure, quelqu'un me disait dans le public, mais est-ce que je peux donner 10 €? Ben oui, un don c'est 10 €. 10 €, c'est 1 heure de travail d'un des 7 techniciens qui fait cette émission. Voilà, c'est tout simple, 10 €. Donc voilà, il n'y a pas besoin de faire 100, 1000, si on peut, c'est tant mieux. Hein, mais 10, c'est déjà très bien. Et on participe. Et l'idée de participer, ça c'est génial. Hollande, le livre de toutes les polémiques depuis la publication de l'ouvrage de 2 journalistes du Monde. Les confessions du chef de l'État n'en finissent plus de provoquer des réactions souvent, il faut bien le dire, hostiles, critiquer les footballeurs, les magistrats, les sans-dents, dévoiler les secrets d'État, raconter sa vie privée. Est-ce que, comme la majorité des Français autour de cette table, vous pensez qu'un président ne devrait pas dire tout cela? Et je vais demander à Charlotte Dornelas tout de suite de prendre la parole, comme ça. Une fois n'est pas coutume. Non, mais en fait, je n'ai pas lu le livre, donc je vais être honnête. C'est une vraie journaliste, donc. Je vais pas... Non, parce que... Les autres journalistes non plus, t'inquiète pas. Si, moi j'ai lu. Non, mais personne ne l'a lu et tout le monde en parle. Je commence par reconnaître que je ne l'ai pas lu. J'ai lu, comme tout le monde, ce qui en est sorti dans la presse. Et il y a
une chose qui a un peu retenu mon attention, c'est François Hollande qui dit, il est interrogé sur la question de l'identité, et il dit effectivement, c'est une vraie question pour les Français aujourd'hui, et il prend un exemple, alors je cite de tête, hein, ne m'en voulez pas, mais il dit quand ils montent dans le train et qu'ils voient effectivement ce qui ne leur ressemble pas, en parlant de femmes voilées ou d'hommes en djellaba, et il finit son exposé en disant... en disant, par rapport à la gauche, effectivement, l'identité n'est pas une question qui est portée par la gauche. Elle ne peut pas, cette question de l'identité ne peut pas faire gagner la gauche. En revanche, elle peut la faire perdre. Et je pense que dans cette question qui est, enfin, dans la conscience qu'il y a dans cette phrase qui est à rebours de toute la politique qu'il a menée depuis 5 ans et que d'autres ont menée avant lui, il y a effectivement, je crois, l'enjeu de la prochaine présidentielle, qui est cette question de l'identité et qu'on retrouve aussi dans un autre sujet d'actualité, qui est cette répartition des migrants, où tout le monde invoque en fait des choses très primaires, la question est-ce que vous êtes raciste ou antiraciste. Je pense que c'est pas la question, c'est que les gens voient partir un pays qu'ils aimeraient défendre. Et effectivement, moi c'est ce qui a retenu mon attention dans ce que j'ai vu passer de ce livre, que encore une fois je n'ai pas lu. Donc voilà. Béatrice Bourges, 62 rencontres, hein, je crois, 62 rencontres avec Gérard Davet et Fabrice Lhomme, 30% du temps du chef de l'État consacré au contact avec les médias. Est-ce que c'est un bon chiffre ? C'est un bon chiffre. Non, mais un président qui a le temps de faire ça quand le pays est complètement en décrépitude et qui ne pense qu'à son image, et c'est vrai qu'il est... il est comme beaucoup d'hommes politiques, énormément d'hommes politiques, il a besoin de la lumière, il a besoin des médias. Il est complètement accro. C'est comme ça un homme politique ? Pas tous. Pas tous. Non, non, pas tous. J'ai dit pas tous. J'ai dit pas tous. Non, mais ça n'empêche qu'il est quand même président. Il est quand même un homme politique. Non, les entretiens ont été commencés avant qu'il soit président. Moi, je voudrais juste dire une chose que j'ai pas lue, mais que j'ai lue juste après, de ce qu'il a dit. Et puis je crois qu'en fait, voilà, ceux qui s'attaquent à la France doivent être pourchassés, poursuivis et neutralisés. C'est ce qu'il dit. Ben moi, je trouve qu'il devrait commencer par se l'appliquer à lui-même. Parce que, oui, il s'attaque à la France. Oui, il devrait être pourchassé. Oui, il devrait être poursuivi. Et en particulier, non seulement par un tribunal français, mais par un tribunal... en fait, ce gars-là, je dis ce gars-là, parce que j'ai tellement... en fait, j'ai quand même pas mal de mépris, on va dire ça. Je vais essayer de le dire calmement, mais j'en ai vraiment pas mal. C'est parce que vous êtes snob. Et c'est parce que je suis snob. Absolument, c'est sûrement ça. Et donc vulgaire, c'est ça. Même dans les scènes, hein. Et même dans les voilà. usines, à ce qu'on dit. Et donc poursuivi et neutralisé. Voilà. Moi, je lisais en même temps que je parcourais son livre, mais... Enfin, parcourir, vraiment survoler, parce que sinon ça me donne envie de vomir, donc j'ai pas plus que ça. Quand même. Pendant ce temps, quand même, mais quand même, parce que de toute façon, on dirait la gauche, voilà, qui a des problèmes gastriques c'est épidermique chez moi, donc voilà. Pendant ce temps, je lisais aussi qu'il y avait, par exemple, 323 morts SDF, donc 323 SDF qui étaient morts là en quelques mois. Voilà, depuis début 2016. Et lui, il est là à parler d'ailleurs des sans-dents, à parler... Mais je veux dire, comment dire, il me dégoûte. J'en avais cru comprendre, très bien, c'est bien. Voilà. Ça a le mérite de la clarté. Voilà, ce livre me dégoûte et je trouve ça indigne. D'accord, vous ne faites donc pas partie des 4% de Français qui soutiennent le chef de l'État. Trop fort, Martial, trop fort. Alors, les 4%, Nicolas Gauthier, vous qui êtes toujours dans le camp des minorités. Eh bien, moi, effectivement, j'ai eu le livre. Alors déjà, et il est tombé amoureux de François Hollande. C'est pas mon genre. Si j'aurais ma cutie, j'en prendrais un plus joli, quoi. Non, ce qui est intéressant, effectivement, c'est là où on voit les journalistes sont des feignasses. Les gens parlent en connaissance de cause, exerçant cette profession depuis 30 ans. C'est un paresseux qui travaille. Donc, j'ai lu le livre. Et ce qui est absolument fascinant, et sans sombrer dans la psychologie de bazar, c'est qu'on voit il y a un côté quasiment suicidaire, comme Strauss-Kahn au Sofitel. Il voudrait aller à l'Élysée, mais pas tant que ça, c'est son épouse qui le pousse. Et je pense que le discours de Sofitel est en partie une espèce de sortie manquée. Et quand... ou d'entrée. Quand François Hollande accorde... Il y a eu autant d'entrées que de sorties, semble-t-il. C'est vous qui savez, vous êtes journaliste. Et quand Hollande, effectivement, accorde ses 72 entretiens à ces journalistes, ce ne sont pas n'importe lesquels. Et il ne faut pas oublier que François Hollande, en tant que premier secrétaire du Parti Socialiste,
est un des hommes politiques qui connaissent mieux, qui connaît le mieux le monde de la presse. Gérard David Lhomme, c'est pas le service politique du Monde. Le service politique du Monde, comme celui du Figaro, et même celui de Minute, sont des gens en costume cravate. On est dans la connivence. Les entretiens sont relus avant publication. Et alors que David et Lhomme, c'est le service investigation. C'est quand même deux excellents journalistes qui font l'affaire Big Malion, c'est eux. Et que tous ces entretiens, l'enregistreur est devant François Hollande. C'est pas le cas Patrick Buisson, le cas Sarkozy, où là il y a une petite fourberie, quoi. Et Hollande se déballonne, mais comme s'il voulait ne plus être président. En revanche, je reviens à la fainéantise des journalistes, on a beaucoup parlé effectivement des phrases méchantes sur Najat Vallaud-Belkacem, mais les phrases sont tronquées. Il dit oui, c'est pas une intellectuelle. On lit la citation en entier. Oui, c'était pas une intellectuelle. Elle n'a pas fait l'ENA, mais elle en veut, elle a du sens politique. Donc déjà, selon qu'on lise, excusez-moi, la citation du Monde ou le texte du livre, c'est pas la même chose. C'est la même chose pour la femme voilée. Faut et je finirai juste sur une chose. Exactement. Je vais quand même garder, parce qu'effectivement, pour le côté partouze consanguine des journalistes, il y en a un qui sort un bout de phrase et tous les confrères le reprennent. Puis parce que lire le bouquin, c'est trop pénible. Hein. Mais il y a un truc qui est passé inaperçu. Il parle de Marine Le Pen qui vient le voir à l'Élysée. C'était une consultation de tous les partis politiques. Excusez-moi, je venais juste pour 10 secondes, et je vais essayer de bien articuler, ça me changera. François Hollande se rappelle. L'UDI, ils sont venus à 7 ou 8. Il y avait autant de positions que de participants. Mais la seule qui est venue avec un texte articulé, avec une logique qui peut s'entendre, qui est de dire, en fait, vous faites cette réforme parce que l'Europe vous demande de la faire, c'est Marine Le Pen. Elle m'a lu son texte, et bien sûr, il n'y avait rien qui pouvait être convaincant de mon point de vue. Mais c'était très efficace. Si ce discours avait été prononcé à l'extérieur, il aurait été encore plus efficace. Les autres étant le calcul politicien, pas elle. Et c'est un bon livre. Et ce livre est touchant par sa naïveté. Le mec ce livre, il ne devrait pas. Alors, non, alors là, sinon, le favoritisme, je vais me faire incendier. Je vais contredire complètement Béatrice Bourges parce que j'ai lu le livre, effectivement, et non, c'est pas vrai. Mais ça, c'est Giscard et Laurent Gérard. Mais il se prend pour Laurent Gérard de temps en temps. Je l'ai lu et il y a plein de choses intéressantes, mais Laurent Gérard, à ma gauche, l'a dit, notamment la sortie sur Marine Le Pen est excellente. Voilà. Le seul problème de ce livre, c'est qu'effectivement, je l'ai dit au début de ce bistrot, c'est qu'on voit que partout, c'est le fil rouge du livre, c'est l'impuissance avouée de François Hollande. Et le problème, c'est que François Hollande a voulu faire là, comme malheureusement la plupart des hommes politiques, je ne vous vise évidemment pas, aujourd'hui confondent l'acte politique avec le people. Et François Hollande se laisse aller à des tas de confidences, parce qu'on lui pose la question, il répond, parce qu'il pense qu'il doit répondre sur ses amours, sur ses femmes et sur tout ça. Et ça casse tout, effectivement, comment un homme d'État peut se laisser aller à des confidences people. Mais tout simplement parce que c'est la mode. Mais parce que c'est pas un homme d'État. Chère Béatrice, laissez-moi terminer. Tout simplement parce que c'est la mode aujourd'hui où tous les hommes politiques veulent se retrouver dans la presse people parce qu'ils pensent que leur discours va mieux passer. Contrairement à ce que dit Nicolas Gauthier, je ne pense pas que ce soit un acte manqué pour ne pas retourner à l'Élysée. Il s'est dit qu'en apparaissant humain, normal, comme il dit, c'est-à-dire en se confiant sur le divan de ces deux journalistes avec en expliquant ses amours et tout, ce qu'on lui demandait évidemment pas en tant que chef d'État, il allait rattraper la sympathie des Français. Ça fait un flop parce qu'une fois de plus, c'est pas François Hollande, c'est François Pignon, quoi. C'est toujours à gauche Pignon. Non, j'avais dit à gauche. Avant de laisser la parole à Jean-Frédéric Poisson, Nicolas Gardère, vous avez voté Hollande. Est-ce que vous revoterez Hollande? 4% ou 96? Les 4 ou les 96? Je n'ai jamais de ma vie. Elle n'est pas voté Sarkozy. Je n'ai jamais de ma vie voté socialiste à un premier tour. J'ai effectivement. Oui, mais vous avez voté Hollande au deuxième tour. Mais c'est pas. Non, mais on en a déjà parlé des dizaines de fois. Non, mais c'était pas une attaque. Je vous posais la question. Non, mais maintenant on est obligé de s'en défendre. Je vais même vous dire une chose. Il ne faut pas s'excuser d'avoir voté Hollande, il faut l'assumer. Petite Béatrice, je l'assume. Je veux juste pas assumer un vote enthousiaste. J'assume d'avoir voté contre Sarkozy, parfaitement.
Je veux juste pas. J'ai voté assumer- Hollande, moi aussi, au second tour. Voilà. Donc, Voilà, allons-y. c'est bon. Je vais pas assumer un vote enthousiaste. Quand j'ai voté Hollande, j'ai voté comme ça, par dépit. Et je revoterai socialiste au second tour en 2017 si se trouve d'aventure que les socialistes sont au second tour. Quand vous allez voter Valls, moi la je vais être là. science-fiction, Vous là, pour m'invitez. l'instant. Vous m'invitez dans un camp. Non, mais vous m'invitez. Non, mais sérieux. Je veux une caméra de TV Liberté qui me filme dans l'isoloir. En plus, je ne connais pas les isoloirs des quartiers bobos. Alors ça me ferait une sortie. Ouais, non. Mais au second tour, tu voteras Le Pen comme tout le monde. On pourrait et puis voilà. parler de votre vie, Martial Bill, de vos conditions de vie, etc. On n'en parlera pas. Je pense que je n'ai pas à rougir en comparaison avec vous, Martial. Non, mais lui, il fait pas Riez, semblant. riez. Non, oui, je vais pas pleurer. Ce que je veux juste te dire, c'est que j'ai survolé, surplombé de mon œil gracile ce livre de François Hollande, mais j'ai gardé une approche un peu psychopathologique, si vous voulez, du bouquin. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de manière symbolique, C'est un livre de médecine, en fait. et j'ai bien, alors, voilà, c'est- oui. j'ai bien dit de manière symbolique, François Hollande est l'égal de Charlemagne, Louis XIV, Napoléon. C'est bien Charles le de Gaulle. problème. Hein. Ça, c'est plus symbolique, c'est ésotérique, là. Non, mais, Non, mais c'est vrai, c'est vrai ce qu'il dit. Mais non, mais. il est symboliquement Si le vous dites régal. Alan, Mais vous bien pouvez sûr. conclure, Il est présentez. symboliquement leur égal. Non, mais il a raison. Mais C'est l'objet de notre Lui dépression. sait d'emblée, et le sait encore mieux maintenant, qu'il est à peu près entre le roi Clodomir et Paul Deschanel. Sa place dans l'histoire, Bravo. c'est celle-là. Non, mais la place de l'histoire de François Hollande, c'est celle-là. En fait, c'est un individu qui est plutôt dans une situation de win. Il est gagnant. C'est un mec, un outsider qui vient. On ne l'attendait pas. Il est élu président de la République. C'est gigantesque ce qui lui arrive. Il devient l'égal de Charlemagne. Et derrière, il passe d'une. Non, mais c'est vrai. Et symboliquement, bande de bourricots, qui sont bêtes dans le public. Donc, le gars, il est dans une. Non, mais le gars est l'égal de Charlemagne. C'est ça, Et là, les grands il est à démocrates. 4%. Il est à 4% d'opinion favorable. C'est-à-dire qu'il est bien campé dans la défaite. Et il le sait d'avance qu'il sera bien campé dans la défaite. Et là où c'est psychopathologique, c'est-à-dire, c'est se dire, ok, je suis impuissant, je sais que je ne fais rien, je vous le dis, je l'assume, je le reconnais, je sais que je suis nul, mais j'en ai conscience. J'en ai une parfaite conscience et je l'explique et je le dis. Regardez comme je suis lucide. Je suis une sorte d'extra-lucide impuissant, une sorte de mage eunuque. C'est ça qui est... C'est vrai, c'est exactement ça. Non, mais c'est vrai. Le gars nous dit, certes, je ne fais rien, mais j'en ai parfaitement conscience et je vous explique pourquoi. Et je suis très complexe. Et je suis très, très complexe. Et mais- vous savez, je suis né à l'injure avec vous. C'est-à-dire qu'avant de participer à cette émission, j'étais admiré, normal, on hein. me fêtait, j'étais maître Nicolas, docteur Nicolas, professeur à Sciences Po. Hop, je fais cette émission, tombereau d'injures, fils de pute, connard, enculé. Non mais regardez les commentaires sur YouTube. Non, Parce c'est que pas si ça. c'est la vérité. Non, c'est pas Ce que ça. je veux juste te dire, C'est un peu c'est ça. que... C'est pas ça. Non, c'est un peu ça, quand même. Ce que je veux juste te dire, c'est que confronté à cette Bon, situation... Tu peux résumer, parce que là, Non, mais allez, confronté c'est le retunnel, confronté à là. ça, confronté à l'injure, Non. on a besoin de parler. On a besoin de s'exprimer. C'est ce que J'ai vous eu faites. besoin d'avoir des épaules compatissantes. D'accord, c'est bon, Nicolas, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez, Bien sûr, du jour, il sera Charles, avocat. Charles, Oui, voilà. parce que- Une seconde. Je vais donner raison à Nicolas vous aime. Gardère pour la deuxième fois de cette émission et moi-même j'en suis émue. Va consulter, hein, c'est pas normal. Non mais il faut écouter l'auteur même du livre, David Lhomme en l'occurrence, qui explique que pendant toute la durée de ces entretiens qui ont commencé avant même l'élection de François Hollande à la présidence de la République, il a senti, lui, que François Hollande disait effectivement, je suis en train de mener une politique auquel moi je crois, mais personne ne me comprend. Et là, il avait deux épaules sur lesquelles pleurer et sur lesquelles, surtout, s'est penché pendant des heures. Donc je pense qu'à l'inverse de dire je suis incompétent et je vous le montre, il a voulu dire mais regardez, au contraire, comme c'est puissant ce que je suis en train de faire et je vous l'explique. Non, pas une petite phrase. Non, demi-phrase. Jean-Frédéric Allez, Poisson. une demi-phrase. C'est Il y a Jean-Frédéric que Poisson moi qui ai le droit. qui conclut et Moi, je vais qui mettre nous une jupe dit la prochaine fois. ce qu'il faut sauver du soldat Hollande. C'est pas gentil. Hein, la Je vais être question. un peu sec, mais c'est la première fois que la cote de popularité du président de la République est indexée sur le taux du livret A. Mais c'est quand même une nouveauté historique.
dont on se souviendra. Si j'entends bien Monsieur Gardère, donc Monsieur Maître Gardère. Un docteur. Je suis docteur en philosophie. Oui, monsieur. Je suis docteur en droit. Mon cher confrère. Ce mec est de droite, c'est certitude. Moi, j'aime bien qu'on m'appelle comme ça. Ah, d'accord. Quand je suis un docteur, j'ai toujours une petite émotion. C'est pour le mettre pour le voir. C'est bon, on revient à l'essentiel. Il a parfaitement raison, et c'est l'enjeu exactement de cette conversation. Je pense qu'il y a, nous avons un chef d'État qui est exactement. Alors lui, c'est même pas qu'il peut pas remplir le pyjama, c'est qu'il est en dehors. Il se contemple en train d'essayer d'habiter le pyjama du président de la 5e, ce qui est très difficile. Il n'arrive même pas à entrer dedans. Il y a une dimension, je pense, nietzschéenne, un peu tragique dans cette affaire. Je me contemple en train de regarder l'œuvre d'art que constitue ma présidence. J'en parle parce que je ne sais pas faire autre chose que ça. Je crois volontiers dans l'argument psychologique que vous avez donné, parce que il en a quand même pris plein les mirettes, pardon des triviales, mesdames et messieurs les téléspectateurs, mais la solitude dans l'épreuve politique est quelque chose de terrible. Ça, c'est vrai. Et à quelque niveau de responsabilité que ce soit, tous ceux qui ont exercé le pouvoir, encore une fois, quel que soit le niveau de leur responsabilité, ont connu cette espèce d'isolement dont on a l'impression à un moment qu'on ne peut pas sortir. Et on a besoin de trouver des soutiens. Et le grand drame de François Hollande, c'est qu'il cherche... enfin, il y a Julie quand même. Ah non, mais ça, Julie, c'est autre chose. C'est peut-être un soutien politique, mais enfin, institutionnellement, c'est pas très pesant comme bon. Et je crois qu'il y a là quelque chose... de tragique, effectivement, peut-être au sens même shakespearien du terme. Allons-y, soyons grandiloquents, puisqu'il est tard, tout le monde va bientôt dormir. Alors, dernier point. C'est la trajectoire absolument tragique de la présidence de la Ve République. Un affaiblissement constant des prérogatives du président par la faute de ceux qui ont exercé cette fonction, qui n'ont eu de cesse que d'accomplir à la place de leur Premier ministre les fonctions du Premier ministre. Et comme dans toutes les organisations, quand le chef fait le travail d'un de ses subordonnés, c'est le chef qui s'affaiblit, ce n'est pas le subordonné. Enfin, le subordonné, je mets un S majuscule si vous voulez. Cette trajectoire très lente, elle s'accomplit définitivement dans le quinquennat, avec lequel le chef de l'État devient le chef de la majorité. Il n'y a plus besoin de Premier ministre dans le quinquennat, clairement. Et donc, le chef de l'État étant celui de la 5e, mouillé dans les affaires du quotidien de la vie politique, achève en réalité de consommer l'exercice de son pouvoir. C'était possible si et seulement si il avait eu une certaine forme de distance et l'habitude d'exercer le pouvoir dans la 5e, il ne l'a pas. Et donc nous voyons tout ça se déliter. Pour autant, je continue de penser que François Hollande n'est pas mort, que la vitesse à laquelle les Français oublient les choses, les médias les passent, la dynamique de la campagne et de la séquence qu'il a lui-même inventée avec la primaire socialiste du début de l'année ne le laissera pas très longtemps à 4% d'opinion favorable. Et par ailleurs, j'observe qu'il conserve encore 12 ou 13% d'intention de vote, ce qui est, ça, complètement miraculeux, parce qu'en réalité, il devrait être avec des soldes négatifs. C'est même pas le cas. Donc, je ne pense pas que le Parti socialiste soit en mesure de remporter l'élection, mais il ne l'a pas encore perdu. Hollande pas mort. Hollande ne méprise pas les fendants, et pour cause, moi-même, me fuis un fendant de la popularité. Hollande se dévoile, la présidente ne devrait pas dire ça. Âme sensible s'abstenir, avec un François Hollande en petite tenue. 2012, je le découvre en même temps que vous, 51,5%, je porte la culotte. 2017, 4%, je porte un string. Voilà, ça c'est les dessins d'Ignace. Allez, on va découvrir, et pour conclure cette émission, Jean-Frédéric Poisson, vous allez découvrir la question qui vous est posée, et pour la connaître, vous allez avoir quelques secondes pour y répondre, et elle n'est absolument pas complexe. Regardez. Jean-Frédéric Poisson, vous avez soutenu à 38 ans une thèse de philosophie sur la bioéthique. Comme vous avez planché sur le sujet et que vous vous êtes converti au catholicisme pendant un cours de philo, j'ai pensé que la réponse serait intéressante. Depuis votre thèse, la science a fait de nombreuses avancées. Les prothèses se sont améliorées et elles sont même devenues intelligentes. Par exemple, une prothèse de main serre moins fort à un gobelet plastique qu'un verre, grâce à l'intelligence artificielle. On appelle cela une prothèse bionique.
Mais commander une prothèse par le cerveau ou recueillir des sensations suppose un dialogue direct entre le cerveau et la prothèse. Ce dernier frein est en train d'être franchi avec les progrès des neurosciences. Denis Sorensen est le premier être humain à avoir perçu des sensations transmises par la main bionique conçue dans ce laboratoire. Elle lui a été spécialement greffée pour une durée de 3 semaines. L'essai a eu lieu en février 2014. Jusque-là, nous avons parlé de réparation. Le débat crucial qui va nous déchirer dans les 10 prochaines années sera le passage de l'homme réparé à l'homme augmenté. Je veux parler du transhumanisme. Certains me diront, quelle est la différence entre l'homme réparé et l'homme augmenté? C'est très simple. Prenons un exemple. Si l'on greffe un capteur sur la rétine d'un aveugle, il retrouvera la vue. C'est un homme réparé. Mais si un conglomérat militaire propose de le faire sur un homme ordinaire pour lui donner une vue d'aigle, il devient un homme augmenté. Et c'est là que les dérives commencent. Aldous Huxley l'avait annoncé, maintenant c'est une réalité. Non, ce n'est pas de la science-fiction. Nos étudiants à Polytechnique font des exercices pratiques sur le sujet. Il y a même des recherches qui portent sur le cognitif, sur l'augmentation de la concentration ou de la mémoire par des processeurs. Faut-il sauver la vie à tout prix? Doit-on accepter l'imperfection humaine ou augmenter les performances artificiellement? Je me suis demandé quelle résonance ces enjeux avaient-ils sur un fervent chrétien comme vous. La vision chrétienne ne peut s'appliquer à tous. Dès lors, la question est: sur quel principe faut-il fonder la limitation des nouvelles technologies? Sur quel principe doit se baser la bioéthique? C'est le cadeau de TV Liberté. Je connais quelqu'un qui aurait complété la question par la phrase rituelle « vous avez 4 heures ». Ouais, c'est clair. Mais vous reviendrez. Sur quel principe il aurait fallu peut-être le mettre au pluriel, parce qu'il y a plusieurs principes en œuvre, mais je vais essayer de répondre de manière synthétique. Premièrement, la vraie différence d'attitude par rapport à l'univers, c'est de savoir si on accepte qu'il y ait dans la nature humaine, dans la volonté humaine, une limite qui ne dépend pas de nous, ou bien si toute limite qui nous est posée doit être franchie. Je pense que la différence fondamentale entre la droite et la gauche sur le plan philosophique se situe à cet endroit. Ceux qui acceptent qu'il y ait un ordre qui ne dépend pas de notre volonté sont traditionnellement, mais il peut y avoir des mutations, dits de droite, entre guillemets. Ceux qui pensent que la transgression fait par excellence la liberté humaine sont dits de gauche. Mais cette question de la limite est essentielle. Acceptons-nous, oui ou non, une limite que nous ne fixons pas, c'est-à-dire par hypothèse, acceptons-nous que la loi ne soit pas toute puissante. Autrement dit, acceptons-nous qu'il y ait une loi naturelle qui soit supérieure à la loi positive. C'est la première raison et la première ligne d'argumentation. Deuxièmement... Je vous coupe, mais quand JP et Sarkozy, vous allez leur dire ça. Non, mais je leur ai déjà dit, puisque j'ai déjà dit ça. C'était le cœur de mon argumentation quand j'ai défendu la mention de renvoi en commission sur le mariage pour tous à la tribune de l'Assemblée nationale. J'avais été applaudi debout par mes collègues du groupe. J'en ai profité parce que ce genre de gloire ne dure pas très longtemps, surtout sur ces sujets. Deuxièmement, c'est la question de savoir, au fond, si, à partir de quel moment le couteau qu'on répare reste le couteau. C'est l'affaire du couteau de Jean. Je change une fois la lame, une fois le manche. Est-ce que la fois d'après, c'est encore le couteau de Jean? Et toute la question de savoir comment, à force de changer la matière, on ne finit pas par changer la nature elle-même. Et qu'est-ce qui fait le principe d'organisation du vivant, si ce n'est peut-être pas la matière, mais sans doute un principe spirituel qui nous est donné. En tout cas, c'est ma conviction de chrétien et de philosophe. Car je rappelle qu'on peut être persuadé de l'existence de l'âme sans avoir besoin de recourir à la foi. C'est ce que pense en tout cas l'école réaliste d'Aristote et de Thomas d'Aquin, qui sont mes maîtres. Troisièmement, il y a la question de la dignité de la personne. Soit on considère qu'elle est, depuis la conception jusqu'à la mort naturelle, sans restriction, sans exception et sans condition. Soit on modifie un seul de ces termes, auquel cas on entre nécessairement dans une sélection de l'humain, en se disant, après tout, il revient à la société de décider, comme l'avait dit cette magnifique phrase, je mets des guillemets à magnifique,
de Jean-François Mattei. Je conclus par là dans l'introduction de son rapport sur les lois de bioéthique de 1994. Il disait cette phrase, je cite verbatim, par cœur, parce que ça m'a tellement... bon. Il appartient désormais au corps social de fixer lui-même les limites au-delà desquelles il ne reconnaît plus la forme de l'humaine condition. Fermez les guillemets, fin de citation. Soit vous êtes d'accord avec cette phrase, tout ce que nous voyons, vous le laissez courir parce que c'est la société qui décidera de savoir qui est homme ou pas. Soit vous ne la laissez pas courir, auquel cas il faut immédiatement fixer des limites à l'essor du transhumanisme, et je suis d'accord, c'est certainement un des défis les plus importants qui nous attendent dans les 10 années qui viennent. Ce qui est bête, est-ce que vous êtes capable de replacer ça le 3 novembre? Est-ce que vous pouvez replacer ça le 3 novembre? Non, on n'aura pas le temps. Entre la querelle de boutiquier, est-ce que vous êtes capable de replacer ça? On n'aura pas le temps parce qu'on a des temps d'expression qui sont malheureusement limités à 1 minute 15, 1 minute 30. Donc, et dans cette minute 15, qu'est-ce que vous allez dire encore à nouveau aux Français? Faites votre Sarkozy, là, c'est 1 minute. C'est 20 secondes. Je ne sais pas. Si, je le sais un peu, mais je le garde pour le plateau. Non, parce que c'est sur iTélé, vous n'êtes même pas sûr que vous serez filmé, parce qu'ils sont en grève, alors sur TV Liberté, il n'y a pas de grève, ils sont tous volontaires, y compris pour terminer très très tard le soir. Oui, c'est ce que je vois, je suis désolé enfin, très très heureux d'échanger avec vous, et j'ai passé une très bonne soirée, le vin était excellent, merci beaucoup. Les macarons aussi d'ailleurs. C'est très politique ça. Non, c'est franc-comtois, bon vivant, enraciné, espagnol et allemand à la fois, enfin bon, c'est tout ça qu'il est, voilà. Non, je verrai ce que j'ai à dire, ça dépendra aussi de la manière dont démarre l'émission, car il y a, pour commencer, 3 questions de ce qu'on appelle des breaking news, c'est-à-dire des nouvelles brûlantes qui arrivent, on est sur des chaînes info, et donc il faut continuer à balancer un peu d'actualité, je comprends, l'exercice d'ailleurs est intellectuellement stimulant. Ensuite, on traitera des sujets qui sont, pour moi d'ailleurs, très différenciants. C'est ça qui va être intéressant dans ce plateau, c'est qu'on parlera de l'éducation, de l'Europe, de la délinquance, du terrorisme, de la politique étrangère, pardon, et puis il y a un autre sujet qui me sort de l'esprit à l'instant, mais peu importe. Mais je ferai ce que j'ai fait la dernière fois, c'est-à-dire que je vais essayer de dire aux Français ce que je crois. Je peux juste donner un conseil. Ce que je crois, pardon, je termine ma phrase, ce que je crois de la politique de la France et non pas de l'administration de l'État. Alors Jean-Frédéric Poisson, parce que vous êtes maintenant quelles que soient nos divergences politiques, chers confrères. Donc chers confrères, quelles que soient nos divergences, non mais c'est vrai. Faites court, on est très court. C'est important là, hein. C'est l'avenir de la France qui est en jeu, merde. Non mais, ce que je veux dire, quelles que soient nos divergences politiques fondamentales, méfiez-vous, la dernière fois qu'il a fait de la com, c'était pour Cécile Duflot. Je n'ai même pas. J'ai voté pour Karima Deli, qui a fini dernière, parce que j'ai cette passion-là. C'est ce que je disais. Bravo. C'est pour ça que le Poisson, je lui ai donné des conseils. C'est ton côté d'extrême droite. Ce que je veux juste te dire, Jean-Frédéric Poisson, c'est que vos propos maladroits vous ont conduit, ils ont cherché à vous mettre dans l'ordure, oui, etc., dans la fange. Moi, ce que j'attends de vous à cette primaire, c'est justement soyez le président philosophe, surplombez-les intellectuellement, parce que vous ne serez jamais aussi bon qu'eux dans l'ordure. Vous serez toujours un bleu bite de l'ultra-violence politique. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez très bien ce que je veux dire. Vous serez jamais au niveau d'un Estrosi. Non mais Estrosi, vous imaginez Estrosi? Mais Estrosi devrait être banni. Il devrait être déchu de la nationalité. Soyez philosophe. Soyez philosophe à la primaire. Il fallait bien que ça se termine difficilement. Merci à tous. Merci aux techniciens une nouvelle fois d'avoir veillé si tard. Merci à Jean-Frédéric Poisson. Merci. On vous souhaite tout le courage possible et toutes les chances possibles. À vous de jouer. C'est à vous de jouer. Vous avez les cartes en main. Nous, on se retrouve dans 15 jours. À très bientôt sur Bistro Liberté, sur TV Liberté et avec la petite rubrique Don, D-O-N. C'est celle-là qui est importante.